Alors, avant que cette vidéo ne commence, déjà, je tiens à te signaler que c'est une compilation de threads horreur. Ça veut dire que c'est des threads qui sont déjà passés sur la chaîne. Mais tu les as pas forcément tous vus si tu loupes des vidéos ici et là. Et puis sinon, ça peut te permettre de te poser tranquillement pour 1h30 de thread. D'ailleurs, cette compilation, elle était pas prévue. Je devais vous faire une vidéo tout ce qu'il y a de plus normal. Mais je viens de changer de paire de lunettes et j'ai mal aux yeux et à la tête. Alors je te retrouve pour des nouveaux threads vendredi 6 juin à 19h. D'ailleurs, tiens, petite avant-première pour ceux qui sont là. J'ai 2 miniatures différentes pour cette vidéo qui va arriver. N'hésite pas à me dire c'est quoi ta préférée dans les commentaires. Allez, je te laisse avec la vidéo et je te souhaite un bon visionnage. D'ailleurs, si t'aimes la vidéo, oublie pas, un petit pouce bleu et un abonnement, ça m'aide énormément. Brianna, elle vient de faire un énorme changement dans sa vie. Elle a enfin posé ses valises à Montréal, soulagée d'échapper un temps à la routine de sa petite ville américaine. Ouais, elle a passé la frontière. Elle est soulagée de commencer cette nouvelle aventure. Bon ok, l'hiver québécois, elle sait que ça va piquer. Mais pour l'instant, début septembre, l'air est encore doux et la ville vibrante. Elle a trouvé un studio minuscule dans un immeuble résidentiel. Un quartier plein de charme avec ses escaliers extérieurs en colimaçon et ses petites boutiques indépendantes. L'appart en lui-même, bon, il est fonctionnel, on va dire. Il y a une petite kitchenette rikiki, une salle de bain minuscule et une pièce principale qui fait office de chambre et de salon. Mais bon, pour une étudiante en échange, c'est largement suffisant. Ce qui la frappe le plus, c'est le calme plat qui règne dans l'immeuble. Un silence de cathédrale presque. On dirait que personne n'habite ici. Brianna, habituée au brouhaha constant de sa résidence universitaire aux États-Unis, trouve ça un petit peu déconcertant. En montant les quelques marches qui mènent à son studio, elle jette un coup d'œil à la porte d'à côté. Une porte en bois sombre, sans aucun ornement, comme une bouche close sur un mystère. Pas de paillasson, c'est bizarre, mais bon, juste une porte silencieuse et impassible. Elle se dit que son voisin doit être du genre discret, voire carrément invisible. En même temps, elle n'a pas vraiment le temps de s'attarder sur ce détail. Déballer ses affaires, organiser son petit espace, repérer les épiceries du coin, tout ça, ça l'occupe bien. Les premiers jours passent à une vitesse folle. Brianna explore Montréal, découvre les bagels au sésame, s'essaye à quelques mots de français québécois et commence à se familiariser avec le réseau de transport en commun. Mais malgré toute cette agitation, elle ne croit jamais son voisin. Jamais un bruit ne filtre de son appartement. Pas de musique, pas de télévision, pas même un bruit de pas. Rien. Le néant sonore. Et pourtant, comme elle le dit, les murs sont pas très épais. Brianna, elle commence à trouver ça franchement bizarre. C'est comme si l'appartement était inoccupé. Sauf qu'elle a bien vu une lumière allumée une fois, tard le soir par la fenêtre. Alors, elle commence à observer un peu plus attentivement. Elle guette les rares moments où elle croise la concierge, Madame Tremblay, une dame d'un certain âge avec un chignon impeccable et un regard perçant. Brianna essaye d'aborder le sujet de son voisin. « Excusez-moi, Madame Tremblay. Vous connaissez bien les habitants de l'immeuble, non ?» Madame Tremblay plisse les yeux, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose de très loin. « Ouais, je connais tout le monde ici. Enfin, presque. » « Et le monsieur qui vit à côté de chez moi, celui dont l'appartement est juste à côté du mien, ça vous dit quelque chose? Il fait quoi dans la vie ?» Le visage de Madame Tremblay se ferme alors. « Monsieur B, c'est un homme tranquille, très tranquille. » Elle prononce ces derniers mots avec une intonation étrange, comme si elle voulait dire autre chose. Mais on dirait qu'il sort jamais. Je l'ai jamais croisé. « Il a ses habitudes. » Répond simplement Madame Tremblay, avant de s'éloigner en marmonnant quelque chose à propos de ses plantes. Brianna, elle reste là, sans voix. L'attitude de la concierge est plus qu'étrange. Il y a clairement quelque chose qu'elle ne veut pas dire. En remontant chez elle, Brianna entend des bribes de conversation entre 2 autres locataires, des chuchotements étouffés. Les jours suivants, Brianna est sur les nerfs, elle tend l'oreille au moindre bruit, essayant de distinguer le moindre son provenant de l'appartement voisin. Au début, c'est subtil, des grattements légers, comme une souris qui se faufile entre les murs, puis des chuchotements indistincts, trop faibles pour être compris, mais suffisamment présents pour créer un malaise, comme si quelqu'un murmure des secrets dans la pièce d'à côté. Ces bruits se manifestent surtout la nuit, bien sûr. Quand le silence de l'immeuble est à son comble, ils deviennent plus perceptibles, plus insistant. Brianna a du mal à dormir, l'esprit constamment en alerte. Chaque craquement du plancher, chaque bruit de tuyauterie la fait sursauter. Elle se demande ce que son voisin peut bien faire. Est-ce qu'il bricole en pleine nuit? Est-ce qu'il parle tout seul? Ou est-ce que c'est autre chose? Une nuit, vers 4h du matin, elle est réveillée par un bruit sourd. Un bruit sec et lourd, comme si quelque chose est tombé sur le plancher. Brianna reste immobile, le cœur battant à tout rompre. Elle retient son souffle, essayant d'entendre d'autres sons. Rien. Le silence est revenu.
encore plus pesant qu'avant. Elle hésite, est-ce qu'elle doit aller frapper à sa porte? Appeler la police? Pourquoi faire? Dire qu'elle a entendu du bruit? Elle se visualise face à son voisin, un homme qu'elle n'a jamais vu pourtant, essayant de justifier sa présence à une heure pareille. L'idée la met mal à l'aise, et puis, si ce n'est rien, pourquoi le déranger? Elle ne va pas se ridiculiser pour un simple objet tombé. Finalement, elle décide de ne rien faire. Elle se tourne sur le côté, essayant de se rendormir. Mais le sommeil ne vient pas. Son esprit est envahi par des images sombres, des scénarios catastrophes. Elle imagine son voisin blessé, inconscient, incapable de demander de l'aide. Elle se sent coupable de ne pas avoir agi. Le lendemain matin, elle se sent épuisée et nerveuse. Elle a des cernes sous les yeux et une migraine de fou. Elle se force à sortir pour prendre un café et essayer de se changer les idées. Mais même dans l'animation du quartier, elle ne peut pas s'empêcher de penser à son voisin silencieux et aux bruits étranges de la nuit dernière. À partir de ce moment-là, les bruits continuent. Chaque nuit, Brianna a l'impression d'être plongée dans un mauvais film d'horreur. Sauf que là, c'est bien sa vie en fait. Elle ne sait plus quoi faire. Chaque nuit est une torture, une attente angoissante du prochain bruit, du prochain frisson. Elle se sent épiée, c'est une certitude. Même en plein jour, elle a cette sensation désagréable d'être observée à travers les murs. Elle a beau essayer de se raisonner, de se dire que c'est son imagination qu'il joue des tours, mais rien n'y fait, rien ne peut la calmer. La menace est constante, elle ferme les rideaux de son studio dès que le soleil commence à décliner. Elle vérifie compulsivement le verrou de sa porte, comme si ça pouvait la protéger de quelque chose d'indéfinissable. Ses études, n'en parlons pas, c'est une catastrophe pour l'instant. Impossible de se concentrer sur ses cours et ses devoirs. Son esprit est saturé par cette obsession, par cette peur qui la ronge de l'intérieur. Elle passe des nuits blanches, les oreilles tendues, à guetter le moindre bruit suspect. Elle avait le soleil léger aux États-Unis, mais là, elle ne sait pas si c'est le climat, si c'est le fait d'habiter quelque part d'autre, mais son sommeil est catastrophique. Les cernes sous ses yeux témoignent de son épuisement. Elle se sent de plus en plus isolée, piégée dans cet appartement qui se transforme peu à peu en une prison mentale. Elle retourne voir Madame Tremblay une fois de plus, avec un mélange d'espoir et de désespoir. « Madame Tremblay, s'il vous plaît, je suis vraiment à bout, j'entends des bruits de plus en plus forts chez Monsieur B. J'ai peur pour lui, j'ai peur de ce qui se passe là-dedans, il faut faire quelque chose. » La concierge la regarde avec un air grave, presque triste. « Chère Brianna, je comprends votre inquiétude, mais je vous en prie, ne vous mêlez pas de ça. Ne vous mêlez surtout pas des affaires qui ne vous concernent pas. Certaines choses sont mieux laissées dans l'ombre. Monsieur B, c'est un homme particulier. Il a ses raisons de vivre comme il le fait. » Mais s'il a besoin d'aide et s'il est en danger, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Oh, croyez-moi, il n'acceptera aucune aide. Et puis, parfois, il vaut mieux ne pas réveiller les choses qui dorment. Elle lui lance un regard chargé de sous-entendus, puis s'éloigne sans ajouter un mot. Brianna est désemparée. L'attitude de Madame Tremblay est plus qu'énigmatique. On dirait qu'elle en sait beaucoup plus qu'elle ne veut le dire. Qu'est-ce qui se cache derrière cette discrétion? Quel secret terrifiant entoure ce voisin silencieux? Brianna sent une atmosphère de plus en plus pesante dans l'immeuble, comme si un danger invisible planait au-dessus de leur tête. Elle a de plus en plus peur de ce qui se cache derrière cette porte close, juste à côté de la sienne. Les jours avancent et une odeur pestilentielle commence à se faire sentir. Jusqu'au moment où Brianna trouve que cette odeur est devenue insoutenable. C'est une puanteur sucrée et putride qui imprègne tout le couloir. Brianna a des hauts le cœur. Elle sait au plus profond d'elle-même que quelque chose de terrible se passe chez Monsieur B. Cette fois, l'idée d'appeler directement la police l'effleure à peine. Une force obscure, une curiosité malsaine la pousse à agir seule. Elle a l'impression d'être attirée par un gouffre, fascinée par l'horreur. Elle sort de son studio, le cœur battant la chamade. Le couloir est plongé dans une pénombre inquiétante. L'odeur est encore plus forte devant la porte de ce Monsieur B. Brianna hésite, une peur irraisonnée la saisit. Elle a l'impression d'être observée, comme si des yeux invisibles l'épiaient depuis l'intérieur de l'appartement. Pourtant, elle ne recule pas. Elle essaye la poignée. Et à sa grande surprise, la porte n'est pas verrouillée. Elle s'ouvre avec un grincement lugubre, comme un avertissement. Brianna retient son souffle et entre. L'obscurité est presque totale. Les rideaux sont tirés, bloquant toute lumière extérieure. L'air est lourd, irrespirable, saturé de cette odeur pestilentielle. Brianna avance à tâtons, essayant de distinguer des formes dans l'obscurité. Des montagnes de journaux et de détritus jonchent le sol. Soudain, elle entend un bruit, un grattement léger, provenant d'une pièce au fond de l'appartement. Son cœur rate un battement. Elle sent une sueur froide perler sur son front. Elle a l'impression d'être entrée dans un piège. Elle avance prudemment, le souffle court. Brianna distingue une forme sombre dans l'entrebâillement d'une porte.
Elle retient son souffle et s'approche. La porte grince légèrement lorsqu'elle l'ouvre. La pièce est plongée dans une pénombre encore plus profonde. Brianna distingue une silhouette assise dans un fauteuil, dos à elle. « Monsieur B, c'est vous ?» La silhouette ne répond pas. Elle reste immobile, silencieuse. Brianna s'approche encore, le cœur battant à tout rompre. Soudain, la silhouette se tourne lentement. Brianna pousse un cri d'horreur. Ce qu'elle voit la glace d'effroi. Brianna recule en titubant. Terrifiée, elle se précipite hors de l'appartement, refermant la porte derrière elle avec fracas. Elle court jusqu'à son studio, verrouille la porte à double tour et s'effondre contre elle. Brianna a peur, elle est terrifiée. Elle décide d'aller se cacher dans sa salle de bain, le cœur battant à tout rompre. Elle entend les coups contre sa porte, puis le silence angoissant. Elle entend des bruits de pas s'éloigner dans le couloir. Quelques secondes après, elle entend un trousseau de clés et sa porte s'ouvrir. Elle peut entendre derrière sa porte une voix qui murmure. Je sais que tu es là. La panique de Brianna atteint son paroxysme. Elle se sent piégée, sans issue. Pourtant, une étincelle de courage, ou peut-être de désespoir, l'anime soudain. Elle ne peut plus rester cachée comme une proie. Elle doit se défendre. Elle attrape un déodorant sur l'étagère et le serre fermement dans sa main, prête à l'utiliser comme une sorte d'arme. Elle prend une profonde inspiration et ouvre brusquement la porte de la salle de bain. Ce qu'elle voit la surprend. Ce n'est pas Monsieur B qui se tient devant elle. C'est Madame Tremblay, le visage crispé, les yeux brillants d'une étrange intensité. Dans sa main, elle tient un couteau. « Madame Tremblay, qu'est-ce que vous avez fait ?» La concierge ne répond pas. Son regard est fixe, presque halluciné. Elle lève le couteau en l'air. Brianna comprend alors. Ce n'étaient pas les bruits de Monsieur B qu'elle entendait depuis quelques jours. C'était Madame Tremblay. C'était elle qui rôdait dans l'immeuble, qui chuchotait, qui grattait au mur. C'était elle qui avait créé toute cette atmosphère de terreur. Mais pourquoi ça? Pourquoi vous faites ça? Madame Tremblay laisse échapper un rire étrange, presque hystérique. Il fallait le faire. Il en savait trop sur certaines choses. Et toi, tu mets ton nez là où tu devrais pas. Là, comme ça, sortie de nulle part, Madame Tremblay s'approche d'elle et commence à essayer de lui mettre un coup de couteau. Le coup touche Brianna à son épaule. Ça lui arrache un éclair de douleur. Mais heureusement, ça ne la transperce pas. Elle déverse alors tout son déodorant dans la tronche de Madame Tremblay. Cette dernière, surprise, lâche son couteau. Brianna court hors de l'appartement. Elle dévale les escaliers, sort dans la rue, pieds nus. Elle sait où elle va se rendre. Elle va se rendre à une épicerie ouverte 24 heures sur 24. Sur le passage, comme si ça ne suffisait pas, elle se prend un bout de verre dans le pied. Arrivée à l'épicerie, elle raconte tout à Monsieur Gordon. Ce dernier appelle la police et il essaye de la rassurer. La police arrive à l'épicerie une quinzaine de minutes plus tard. Brianna raconte tout. Elle a du mal à raconter tout ça. Elle est paniquée. Elle a peur de ce qui vient de se passer. Et surtout, elle souffre. Monsieur Gordon a essayé de lui procurer les premiers soins. Mais, comme il le dit, c'est pas son truc. Et maintenant, les détails que je vais vous donner, Brianna ne les a eus que très récemment. Puisqu'il s'est passé une enquête, forcément, une enquête de police. Après le fait que les policiers étaient à l'épicerie, ils se sont rendus dans l'appartement de Madame Tremblay. Et cette dernière était là, chez elle, tranquillement. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était, qu'elle n'avait jamais agressé Brianna. Sauf que la police ne l'a pas cru, et encore heureux, et ils l'ont embarquée au poste de police. Au début, cette dernière n'a rien voulu dire, elle est restée terrée dans son rôle. À force, ils ont appris certaines choses, et ces choses-là sont vraiment terribles, horribles, j'ai pas les mots. Ce que Brianna a un moment découvert et qu'elle nous a pas dit là forcément dans l'histoire, c'est que Monsieur B était étalé par terre, mort. Et pourquoi ça? Eh bien la concierge Madame Tremblay l'a tué, tout simplement. Oui, je sais, c'est dur, c'est comme ça, c'est cash, mais c'est comme ça. Pourquoi elle le tue salut, j'ai une petite envie. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Madame Tremblay a dit tout ce qui s'était passé. Elle a tout dévalé à force. Elle est en fin de vie aussi. Mais vous allez comprendre très vite pourquoi. Monsieur B et Madame Tremblay vivent dans cet immeuble depuis au moins 40 ans. Et il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, eh bien, il y a eu un petit incident. Après une altercation, un locataire de l'immeuble est malencontreusement tombé dans les escaliers. Alors, oui et non, c'était la version officielle, il était malencontreusement tombé dans les escaliers. Mais à force, on a appris que c'était Madame Tremblay qui l'avait poussé dans l'escalier. Et malheureusement, avec cette chute, fracture crânienne. Et si personne n'était au courant de cette altercation, eh bien, on aurait pu croire que Madame Tremblay était innocente et que voilà, tant pis, ça se passait bien. Pour elle en tout cas. Sauf que cette altercation, elle s'est passée sous les yeux de Monsieur B. Et du coup, Monsieur B était au courant que Madame Tremblay a tué quelqu'un. Certes, pas forcément volontairement, mais que à cause de la chute, il était mort.
Et Monsieur B, à force, ça le rongeait, ça faisait 20 ans qu'il gardait ce secret. Il était en fin de vie, et il s'est dit qu'il allait dénoncer Madame Tremblay. Et ça, à force de discussion, Madame Tremblay, elle pouvait pas l'accepter. Elle pouvait pas, ça la rongeait. Elle voulait être concierge toute sa vie, elle voulait mourir dans cet immeuble pour son boulot. Bref, elle voulait pas que ça se passe comme ça. Et à force, ça l'a rongé. Brianna qui lui a parlé de ça, de tout ça, que le monsieur à côté d'elle, il parlait pas, il était cloîtré chez lui. Et ben, ça lui a fait péter une durite. Et du coup, elle a tué Monsieur B. Ça lui fait 2 à son actif. Et en plus de ça, elle voulait tuer Brianna derrière. Donc là, elle commençait à partir en cacahuète, Madame Tremblay. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, vous connaissez, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. Du coup, on se retrouve pour ce second thread, mais avant, petite intro, je suis Delcor, si tu ne me connais pas, D-E-L-K-O-R, t'as vu? Et puis tu l'inscris dans ta tête comme ça, hop, tu te diras quand tu fais des threads d'horreur, tu te dis, oh tiens Delcor, mais j'ai mieux, attention, tu t'abonnes, clac, comme ça je mets le petit bouton, tu t'abonnes, ça prend 0 secondes, non vraiment, allez, 1 ou 2, le temps de cliquer, voilà, tu t'abonnes, et puis comme ça tu loupes pas les prochaines vidéos sur la chaîne, 3 vidéos thread d'horreur par semaine, donc normalement, pour l'instant en ce moment, mardi, jeudi, dimanche, même si celle-ci, ça se trouve, elle sort un vendredi. Un petit peu de décalage, voilà. Mais voilà, restez abonnés, comme ça, au moins, vous avez... Et vous mettez toutes les notifications, comme ça, clac. Et si jamais vous voulez être au courant aussi, ça se passe sur Insta. Voilà, sur Insta, comme ça, je vous mets, quand il y a des décalages, un peu, je sais plus parler, mais voilà, je vous tiens au courant. Ah, oui, et j'ai une autre info à vous dire. En ce moment, si vous voyez qu'il y a plein de pubs sur les vidéos, c'est pas ma faute. Voilà, je préfère vous le dire. C'est que YouTube, depuis le mois d'avril, a commencé un nouveau programme, enfin c'est même un peu avant avril, c'était fin mars. Ils ont mis plein de pubs partout, on ne sait pas pourquoi, je suis pas le seul à m'en plaindre, au cas où, je vais peut-être même vous mettre un petit passage de Giovanna. Les anciennes pubs, ils ont aussi rajouté des pubs automatiques. Donc si vous voyez qu'il y a beaucoup de pubs dans une vidéo, c'est pas notre faute. Une grosse youtubeuse à plus de 500K et tout, et tu vois qu'il n'y a pas que moi, au cas où, comme ça on me dit pas, mais c'est toi, non, il y a plein de gens, ça arrive à tout le monde. C'est vraiment assez chiant. Ils nous mettent des pubs. Alors, soit c'est incohérent. Genre, pour une vidéo de 30 minutes, il y a une pub ou 2. Et là, t'es en mode, c'est pas beaucoup. Soit il y en a 10, 30. Genre, vraiment, et vous allez voir, je vais vous mettre un screen là. Hop, je vous le mets là. Ou sur ma tête, je sais pas, on verra. Mais il y a des pubs à quelques secondes d'intervalle. Donc, c'est-à-dire que tu peux te taper une pub et derrière, une pub. Et là, tu vas te dire, mais Delcor, il abuse avec ses pubs. Non, c'est pas moi. C'est en automatique. Parce que si en plus on essaye de les mettre en manuel, et ben il y a des petits trucs rouges, c'est trop chiant. Voilà, ça c'était l'aparté sur les pubs. J'en suis désolé s'il y a ça. On essaye tous de notre côté en tant que youtubeur de vérifier qu'est-ce qu'on peut faire, machin et tout. Mais sachez que pour un petit moment c'est chiant. N'hésitez pas à me le dire si jamais, voilà. Mais soyez pas virulents. Voilà, on fait ce qu'on peut. Bon allez, trêve de bavardage sur ça. On va commencer avec le second thread. Pour Sydney, c'est l'appartement parfait, jusqu'à ce que le voisin révèle son vrai visage. Des habitudes inquiétantes, une obsession troublante et une tension qui monte crescendo. Qu'est-ce qui se cache derrière les portes closes? Oserez-vous écouter toute cette histoire? Sydney, elle a décidé de prendre un nouveau départ. Elle a trouvé un petit appart sympa dans un quartier tranquille de Chicago. Le loyer est pas trop cher, le quartier est safe et elle a même un balcon. Le rêve quoi. Sauf qu'il y a un truc cloche. Son voisin, le mec, il s'appelle Greg et il est complètement cinglé. Greg, c'est le genre de gars qui te sourit quand tu le croises dans l'ascenseur, mais tu sens direct qu'il y a un truc qui va pas. Il a toujours les yeux un peu trop brillants, comme s'il avait pas dormi depuis 3 jours. Et surtout, il parle tout seul. Enfin, pas tout seul, il parle à son chat. Sauf que le chat, il est mort. Ouais, t'as bien entendu, Greg a un chat empaillé qui s'appelle Monsieur Whiskers. Et il lui parle comme si c'était un vrai chat. La première fois que Sydney a vu ça, elle a cru qu'elle hallucinait. Elle rentrait du boulot, épuisée, et elle entend Greg qui gueule dans son appart. La porte de son appart est ouverte et elle pense qu'il est en train de se disputer avec quelqu'un. Mais non, il est tout seul, en train de crier sur Monsieur Whiskers parce que le chat empaillé a renversé son bol de lait. Sydney, elle a essayé de relativiser et rigoler un peu, mais au fond, ça lui a foutu les jetons. Et puis Greg, il a des habitudes bizarres, genre il sort toujours à minuit pile pour aller jeter ses poubelles. Pas à 23h59, pas à minuit 1, non, à minuit pile. Et il porte toujours la même veste en cuir, même quand il fait 30 degrés dehors. Sydney, elle a essayé de l'éviter au maximum, mais c'est pas facile quand t'habites dans le même immeuble. Un soir, elle rentre chez elle après une soirée avec ses potes.
Elle est un petit peu bourrée, hein, mais rien de grave. Elle monte dans l'ascenseur et là, Greg rentre juste avant que les portes se ferment. Il lui sourit, mais ce sourire, il fait froid dans le dos. Sydney, elle essaye de faire comme si de rien n'était. Mais Greg, il commence à parler. Tu sais, Sydney, Monsieur Whiskers, il t'aime bien. Il m'a dit que t'étais une bonne voisine. Sydney, elle essaye de rigoler, mais ça sonne faux. Ah ouais? Ah, c'est cool ça. Merci à lui. Greg, il continue. Ouais, il m'a dit que t'étais gentil. Mais il m'a aussi dit que tu faisais trop de bruit la nuit. Il aime pas ça, Monsieur Whiskers. Sydney, elle commence à flipper. Désolé, je ferai attention. Greg, il la fixe avec ses yeux de fou. C'est bien, Sydney, parce que Monsieur Whiskers, il peut être méchant quand il veut. L'ascenseur s'arrête enfin, et Sydney se précipite chez elle. Elle ferme la porte à double tour et vérifie que toutes les fenêtres sont bien verrouillées. Ce soir-là, elle a du mal à dormir. Elle entend Greg qui parle à Monsieur Whiskers dans l'appartement d'à côté. Et franchement, ça la rend folle. Les jours passent et Greg devient de plus en plus bizarre. Un matin, Sydney trouve une petite boîte devant sa porte. Dedans, il y a une mèche de cheveux et une note. Monsieur Whiskers veut que tu aies ça. Il dit que ça te protégera. Forcément, en voyant ça, Sydney, elle flippe grave. Elle appelle la police, mais les flics, ils peuvent rien faire, selon eux. Désolé, mademoiselle, il n'y a pas de preuve qu'il vous menace. Sydney, elle essaye de se rassurer un peu en se disant que Greg est juste un peu cinglé, mais pas dangereux. Sauf qu'un soir, elle rentre chez elle et trouve Greg assis sur son canapé. Il sourit, mais cette fois, il y a quelque chose de vraiment malsain dans son regard. Sydney, Monsieur Whiskers voulait te voir. Il a dit que t'étais une mauvaise voisine. Tu fais trop de bruit, tu rentres trop tard et tu l'ignores quand il te parle. Sydney, elle essaye de garder son calme. Greg, s'il te plaît, sors de chez moi. Greg, il se lève et avance vers elle. Monsieur Whiskers, il est pas content, Sydney. Et quand il est pas content, moi non plus. Sydney, elle essaye de reculer, mais elle trébuche et tombe par terre. Greg, il se penche vers elle. Et là, elle peut voir qu'il a un couteau à la main. Elle crie, mais personne ne semble l'entendre. Greg, il lui chuchote alors à l'oreille. Monsieur Whiskers veut que tu partes, Sydney. Pour toujours. Sydney, elle essaye de se débattre, mais Greg est trop fort. Elle ferme les yeux, prête à tout. Quand soudain, elle entend un bruit. Quelqu'un toque à sa porte. Greg se relève, il la regarde, énervé. Il ouvre la porte et sort de l'appartement et rentre probablement chez lui. Sydney n'en sait rien, mais elle se dit que c'est sûrement ce qu'il a fait. Après cet événement, Sydney s'est réfugiée chez sa mère pendant 1 mois. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle préférait être en sécurité chez sa mère et au-delà de l'histoire, bah voilà, être avec sa mère, c'est plutôt sympa. Et dans les commentaires de l'histoire, il y a quelqu'un qui lui a demandé mais c'est qui a frappé chez toi? Parce que cette personne, limite, elle t'a peut-être sauvé la vie, hein, au cas où. C'était un livreur Amazon. Voilà, au cas où, juste comme ça. Donc, petit livreur Amazon, clic-clac-clouc, il a fait sa petite... Bon, déjà, il vient directement à la porte de l'appartement de la meuf. Donc déjà, ça, je pense que c'est aux États-Unis. Hein. Moi, chez moi, il le faisait pas, en tout cas, avant. Bravo à ce... Enfin, il a pas fait exprès, le mec, hein, mais bravo à lui. Il a toqué au bon moment, quoi. Il l'a sauvé. Et puis elle, clairement... Je sais pas si c'était son premier appart. Elle le dit pas dans le thread si c'était son premier appart. Je crois pas. Mais t'imagines si c'était son premier appart. Après, elle a plus envie de faire des apparts toute seule en fait. Elle se dit bah je crois que je vais faire des colocs ou rester chez ma mère. Parce que là clairement bah je pense qu'elle est retournée chez sa mère. Enfin elle le dit. Mais je sais pas combien de temps elle est restée là-bas. Bref, c'est comme ça que se termine ce premier thread. Vraiment très cool. J'ai bien aimé. On passe au prochain. Alors, avant de commencer ce second thread, eh ben déjà, je vais vous faire une petite intro. Moi, c'est Delcor, si tu ne me connais pas. Et aujourd'hui, on se retrouve pour normalement 4 ou 5 threads d'horreur. C'est ce qui est prévu de base. Donc voilà, je pense que ce sera 5. Maintenant, à voir ce que ça donne. Alors, juste avant, je vais vous prendre encore un tout petit peu de temps pour vous dire de vous abonner. Parce que voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me fera très plaisir et surtout vous, ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos sur la chaîne. Voilà, vous vous abonnez, vous cliquez sur notifier, toutes les notifications quoi. Comme ça vous savez quand j'ai une vidéo qui sort. Il y a aussi le Insta si jamais tu veux être au courant, voilà, c'est là. Il y a des petites photos de cookies, des petits trucs, j'essaye de mettre de plus en plus mais j'ai pas l'habitude encore de faire des trucs. Alors la dernière fois je me suis même choqué, j'ai mis une photo de noix de coco, j'ai fait oh vous aimez bien. J'avoue que je suis pas très comme ça mais bon voilà, on essaye de faire pas l'influenceur mais tu sais de partager avec vous quoi, pas juste mettre ah il y a une vidéo qui est sortie. Donc voilà, j'essaye de temps en temps, m'en voulez pas si je suis pas non plus le plus actif là-dessus, mais voilà. En tout cas, ce que j'aime bien partager, c'est mes histoires, et justement, on va commencer avec le second thread d'horreur de cette vidéo. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lily, et elle suit mes vidéos depuis des années, et même quand elle vit dehors, ça lui donne de la force et du courage. Son histoire commence avec Thomas, son copain depuis 3 ans. Pour lui, elle a tout quitté, son boulot,
son appart et même sa région. Elle a laissé Paris derrière elle pour le rejoindre dans le Gard. Mais en juin 2024, il l'a mise dehors en pleine rue, sous la pluie, avec pour seule affaire sa couverture. Juste, pourquoi, à votre avis? Une autre femme, oui. Aucune autre explication. Toutes ces affaires, il les a mises dans des sacs poubelles et ce sont ses parents qui lui ont envoyé un simple message pour lui dire de venir les récupérer dans le jardin. Pas un mot pour savoir comment elle allait, où elle pouvait aller. Rien. Elle n'a pas de famille, alors depuis cet été, elle est à la rue. Pendant des années, elle a erré avec ses sacs hyper lourds et sa tente, qui lui a été volée d'ailleurs. Savoir que dans la rue, c'est pas facile. Je le sais, j'ai jamais été à la rue, mais par des connaissances, je sais qu'effectivement, pas facile. Quelqu'un lui a conseillé d'aller sur Facebook pour chercher des solutions d'hébergement. Et c'est là que tout a commencé. Le premier hébergement qu'elle a trouvé, c'était chez un déséquilibré qui a tenté d'abuser d'elle physiquement 18+. Et il l'a agressée avec des ciseaux. Elle a encore la copie du rapport de police si besoin. Ne l'ai pas demandé, on la croit sur parole. Après ça, elle est retournée à la rue jusqu'à la mi-novembre. Ensuite, elle a trouvé une femme sur ses groupes d'entraide qui lui a proposé une chambre chez elle et son mari, avec nourriture comprise pour 300 € par mois. Avec son RSA, ça restait faisable. Sauf qu'au bout de 2 mois, après avoir payé son loyer du 5 janvier, cette femme l'a mise dehors sous prétexte que le ramadan approchait et que son mari ne pouvait pas vivre sous le même toit que 2 femmes françaises. Bref, mais elle ne voulait pas rentrer dans ces histoires, mais la voilà encore une fois dehors, sans argent, puisque son loyer était déjà payé. Nouvelle annonce, nouvelle chance. Un père et sa fille de 17 ans qui semblaient comprendre sa situation. Ils ne lui demandaient que de l'aide pour le ménage. Alors la voilà dans le Tarn. Encore un trajet galère avec ses sacs et sans permis, mais là, c'est un cauchemar. La maison, c'était un taudis, pire que dans les films d'horreur. 4 gros chiens qu'il ne sortait jamais et qu'il frappait. L'odeur était insoutenable, de la pisse et des crottes partout. Le père picolait du matin au soir, la gamine aussi, et il y avait un autre coloc aussi alcoolique qu'eux. Le mec se pissait carrément dessus, assis sur sa chaise sans même s'en rendre compte. Elle a vite compris qu'elle ne pouvait pas rester là. Elle s'est enfermée dans la pseudo-chambre qu'il lui avait donnée. Elle a pleuré. Elle n'avait personne à qui parler, sauf sa grande sœur qui vit dans le nord de la France. Heureusement, sa sœur lui a fait un virement pour qu'elle puisse partir de là au plus vite. Nouvelle annonce, nouvel espoir, et cette fois, elle y est encore au moment où elle écrit. Encore un départ, encore un voyage avec ses sacs. Pour ne pas blesser ces gens, elle a prétexté avoir enfin trouvé un travail. Et avant de partir, elle a donné un petit billet à la gamine, parce que franchement, cette fille vient d'en faire. Elle aura 18 ans bientôt, et Mel espère qu'elle pourra s'en sortir. Et là, elle tombe sur un mec au style Johnny Hallyday, Santiago, bijoux, BMW, lunettes de soleil. Bref, pas du tout son délire, mais bon, elle a vu pire. Il propose l'hébergement et la nourriture pour 250 € par mois. Elle accepte. Quelques jours passent et elle réalise qu'elle n'a même pas de chambre. Juste un canapé dans la pièce principale. Le type vit seul avec sa chienne. Et pour accéder aux toilettes et à la salle de bain, elle doit passer par sa chambre. Pas top. Puis il lui sort. Ah au fait, tu vois ce petit point rouge au-dessus de ton lit? C'est une caméra. J'ai été cambriolé, alors j'ai installé ça. Mais t'inquiète pas, je ne regarde jamais. Là, elle comprend qu'elle est dans une situation encore plus pourrie. Mais elle n'a pas le choix. Elle est épuisée et personne, ni les assistantes sociales, ni les centres d'hébergement, ne peut l'aider. Hier soir, elle a voulu vérifier s'il regardait vraiment les images de la caméra. Elle a attendu qu'il sorte, ce qui est rare car il ne bouge quasiment jamais. Il a des problèmes de dos et est en dépression. Elle a entendu dire qu'il allait voir une femme de joie. Et franchement, elle ne juge pas parce que sans ces femmes, il y aurait sûrement plus d'agressions non consenties. Dès qu'il est parti, elle a débranché la caméra pour voir sa réaction. À son retour, il n'a rien dit. Mais ce matin, elle l'a entendu parler tout seul avec Alexa. Puis il est venu prendre des piles, s'est énervé tout seul et s'est enfermé dans sa chambre. Depuis, il lui fait la gueule. Il va bientôt sortir et elle vérifiera s'il a rebranché la caméra. Si c'est le cas, elle le confrontera. Ce qu'elle veut dire, c'est que peu importe qui on est, homme, femme, autre, il y a des tarés partout. Elle est toujours SDF, même si elle a un toit sur la tête pour le moment. Mais elle se demande s'il ne vaudrait pas mieux qu'elle parte encore. Son problème, c'est qu'elle n'a plus un centime pour acheter une tente et personne pour l'aider. Comme elle l'écrit, merci la France. Elle voulait juste me remercier pour les vidéos, puisque ça lui donne du courage. Forcément, comme beaucoup, elle savait pas si ça passerait dans une de mes vidéos, et pour le coup, ça passe. Donc voilà. Comme ça, j'espère que ça lui remontera un petit peu pour voir qu'il y a du monde quand même qui s'intéresse à sa vie, qu'elle n'est pas toute seule. Enfin, moi, je vais pas pouvoir faire grand chose, mais en tout cas, le truc que je vais pouvoir faire, c'est que si jamais vous voulez l'aider, il y a toujours mon mail, delcorstory@gmail.com. Vous me dites en objet description,
Je veux aider Mel. Voilà, comme ça. Et là, moi, derrière, je pourrais vous mettre en relation. Voilà. Moi, je peux pas faire grand-chose, moi, mais je peux faire ça. Mettre un petit peu ma visibilité pour cette cause-là. Donc, si jamais vous voulez l'aider, n'hésitez pas à proposer un peu d'aide. Et soyez pas chelou, s'il vous plaît. Je pense. Enfin, si vous êtes chelou, ne faites pas ça. Soyez bienveillant. C'est pour être bienveillant, ok? Comme je te l'ai déjà dit, un grand merci de nous avoir partagé tout ça. Donc, si vous aussi, vous voulez partager une histoire, c'est sur delcorstory@gmail. Et pareil, si vous voulez aider, delcorstory@gmail.com. Allez, on passe au 3e thread horreur. Alors, avant de commencer ce thread, je dois vous dire déjà 2 choses. Qu'il est un petit peu lunaire, le thread, et que en plus de ça, je vais le faire en POV. C'est-à-dire, moi-je. Voilà, c'est pas de la 3e personne, c'est moi-je. J'en fais pas souvent en ce moment. Mais celui-là, il est particulier, du coup je préfère le mettre en moi-je, ça va plus vous immerger dans le truc. Moi je suis pas comme vous les froussards, hein, les flippés de la vie là. Très peu pour moi. J'ai jamais eu peur. Je suis un fou, un vrai. Genre, vous pensez que vous êtes des durs parce que vous avez maté un film d'horreur sans faire pause? Mais vous êtes des petits clowns? Moi je suis un vrai gangster. Genre l'autre jour, je suis passé à la supérette du coin. J'ai pris un paquet de bonbons et je suis sorti sans payer. Juste comme ça, cash. Le caissier, il m'a regardé, mais j'ai rien dit. Je l'ai fixé dans les yeux, j'ai fait un petit avec la bouche. Et je suis parti. Tu crois que j'ai eu peur? Non. Et c'est pas la première fois que je fais des trucs comme ça. Une fois, il y a une vieille qui traversait le passage piéton. J'ai pas klaxonné, j'ai attendu. Le pied bien enfoncé sur l'accélérateur, mais j'ai attendu. Eh ouais, je suis un bonhomme. Les gens, ils me regardent chelou. Mais moi, je m'en fous. Une autre fois, j'ai envoyé des photos cheloues à mon voisin. Pas des nudes, hein. Je suis pas un taré non plus. Juste des photos de lui qui dort. Ouais, je suis comme ça, discret mais présent. Il m'a demandé comment j'avais eu ces photos. Je lui ai juste répondu, tu laisses souvent ta porte ouverte. Il a pas osé en reparler, je sais, c'est chaud, mais je vous l'ai dit, j'ai pas peur. Comme cette fois où je suis rentré dans le garage de mon pote à 3h du mat. J'ai pris sa batte de baseball, pas pour le frapper, hein. Juste pour sentir ça faisait quoi d'avoir une batte de baseball entre les mains. Apparemment, il s'en est jamais rendu compte. Une fois, j'ai suivi quelqu'un dans la rue, juste pour voir où il allait. Un type, normal, veste beige, sac à dos, écouteurs dans les oreilles. Il regardait pas derrière lui. J'ai marché derrière lui pendant 20 minutes, pas de bruit, pas de geste bizarre. Quand il s'est arrêté devant chez lui, j'ai pris une photo, avec flash. Il a tourné la tête direct et j'ai juste fait un petit signe de la main. Il a pas bougé, moi non plus. On s'est regardé pendant quoi? 30 secondes? Peut-être plus. Je suis reparti avant lui, je voulais pas qu'il croie que j'étais bizarre. T'imagines le truc? Bon, le soir, j'ai imprimé la photo et je l'ai glissée dans sa boîte aux lettres. Rien d'extrême, mais j'aime bien laisser ma petite trace, un petit souvenir quoi. Après, j'ai voulu monter un peu en niveau. Une fois, j'ai mis un carton géant devant la porte de mon immeuble. Pas un colis, hein, juste un gros carton vide. J'ai attendu dans la cage d'escalier, caché derrière le mur. Le premier voisin qui est sorti, il a regardé le carton comme si c'était une bombe. Il a essayé de le pousser du bout des pieds et ça m'a fait marrer. Quand il a enfin eu le courage de le déplacer, je suis sorti d'un coup en criant. Il a hurlé comme si j'allais le tuer. Ouais, j'y ai rigolé, mais il a pas trop apprécié. Mais bon, ça va, je suis pas un monstre non plus. Enfin, pas tout le temps. Une fois, j'ai vu ce chat rouge qui traîne dans le quartier. Tout le monde l'aime bien, il est tout mignon, tout gentil. Moi aussi, je l'aime bien. Je l'ai appelé, il est venu direct. Je l'ai pris dans les bras et je l'ai ramené chez moi. J'ai fermé la porte. Il miaulait un peu, mais j'ai mis de la musique pour couvrir le bruit. Je lui ai pas fait de mal, j'ai juste attendu. Je voulais voir combien de temps il mettrait à devenir fou. Et puis j'ai pensé à la vieille dame qu'il recherchait partout. Elle collait des affiches avec sa tête dessus. Elle demandait à tout le monde s'il l'avait vu. Je l'ai gardé pendant 1 semaine. Quand je l'ai ramené, il avait plus trop envie de se laisser caresser. Mais bon, j'ai pas eu peur. Tu vois, c'est ça le truc. Les gens ils flippent pour rien. Moi, je fais juste ce que tout le monde voudrait faire, mais que personne n'ose. Et là, j'écris tout ça parce que t'es chez toi, tu lis ça tranquillement. Tu te dis que c'est juste une histoire. Tu vérifies quand même que la porte est bien fermée, juste au cas où. Mais moi, j'ai jamais eu peur. Et toi, t'es sûr que t'as jamais eu peur? Et bah voilà, je vous ai partagé ce thread, ma foi, chelou. Très très chelou. Le gars il nous raconte qu'il fait des trucs très chelous, qu'il poste ça sur Reddit tranquillement. Je sais, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le gars poste. Normalement, il a pas compris le principe de Reddit, quoi. Enfin, le thread, tu vois, le truc là. Il s'est dit, vas-y. D'habitude, les gens ils disent, tu sais, ils partagent leur expérience où ils ont eu peur. Et lui, justement, il se fout un peu de la gueule des gens qui ont eu peur. Vraiment, c'est une dinguerie ce thread. J'ai jamais vu ça. Je comprends pas le principe. À moins que. Ah oui, c'est ça. C'est ça en fait.
Ben oui, je suis en train de regarder. On est le 1er avril. C'est un poisson d'avril, il n'existe pas ce thread. Je l'ai inventé. N'importe quoi. J'espère que ça n'existe pas. Sûrement ça doit exister, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a des confessions, je sais que ça existe, il y a des confessions de gens qui ont fait des trucs horribles. Donc ça, c'était une version un peu chill de vous dire, bon allez, petite détente. 1er avril, je vous le mets, petit thread. Ça n'existe pas du coup. Au cas où il n'y a pas eu de chat qui a été nanani. Enfin en tout cas pas lui, pas cette personne. C'est juste de l'inventer. C'était pour vous détendre. Tranquillou. On va repartir directement sur un thread un petit peu plus effrayant. Bon, j'espère que vous avez kiffé, hein, que ça vous a pas dérangé. C'est le 1er avril, c'est le seul jour où on peut rigoler un petit peu avec les threads. Ok? Allez, c'est parti pour le prochain. Alors pour ce thread, je vais vous raconter ce qui est arrivé à Camille en 2022 quand elle avait 24 ans environ. Faut que je vous donne un petit peu de contexte quand même. Camille est non-binaire, assignée femme à la naissance, mais elle nous dit qu'elle a une apparence super féminine. Du coup, c'est pour ça qu'on peut utiliser le pronom elle. Et me dites pas faut utiliser yel si la personne donne carrément son accord pour que je dise elle. Et j'ai anonymisé en mettant Camille qui est un prénom qui fait tous les genres et les non-genres. Voilà. Merci bien. À l'époque, elle étudiait à Paris et elle louait une chambre chez la mère de son copain, dans une ville à plus d'1 heure de Paris, mais à 20 minutes de Versailles. Vous voyez un peu le coin quoi. C'était l'hiver, pendant les vacances scolaires. Et elle était allée à Paris pour voir une vieille amie qu'elle avait rencontrée sur internet pour la première fois. Bon, apparemment, cette amie, c'était une personne toxique. Ils sont plus en contact, mais c'est pas le sujet. Camille est plutôt mince à cause de troubles alimentaires depuis l'enfance et elle a toujours fait beaucoup plus jeune que son âge. Même maintenant, elle doit montrer sa carte d'identité pour pouvoir acheter de la glouglou. Le jour où elle devait voir son amie, elle était habillée tranquille avec une petite jupe. Leur rencontre s'est super bien passée, mais comme elle habitait loin et qu'elle comptait aller chez son copain après, elle a dû partir avant minuit parce que les transports en commun commençaient à se faire rares après 22 h. Elle avait environ 2 heures de trajet. Malheureusement, elle n'est pas partie assez tôt. Du coup, elle a réussi à choper un train jusqu'à Versailles, mais après, elle a dû attendre presque 1 heure pour prendre un bus pour aller dans la ville la plus proche de chez son copain, où il devait venir la chercher en voiture. Pendant qu'elle attendait près de la gare, elle a remarqué un groupe de chauffeurs de bus qui fumaient et discutaient entre eux. Elle s'est approchée pour demander lequel d'entre eux allait conduire le bus pour le nom de la ville. On l'a pas. Et un des mecs, un petit homme aux cheveux gris qui devait avoir entre 40 et 50 ans, lui a dit que c'était lui. Il a vu sa jupe et lui a dit qu'elle devait avoir froid. Alors il lui a proposé d'aller se réchauffer dans le bus et d'attendre là jusqu'à l'heure du départ. Camille a accepté direct parce que vraiment, elle avait froid. Et pendant qu'il la conduisait vers le bus qui était garé dans un coin super sombre sans lumière, il s'est rapproché d'elle et a commencé à être super familier. Elle lui demandait où elle habitait, où elle allait, des trucs comme ça. Elle se sentait mal à l'aise, mais elle a été élevée pour être polie et a toujours voulu faire plaisir aux gens. Alors, elle a répondu à toutes ces questions, avec le moins de détails possible, jusqu'à ce qu'ils arrivent au bus. Il lui a ouvert la porte et là, tous ses instincts lui criaient de ne pas monter dans ce bus. Mais elle les a ignorés et elle est quand même montée. Elle s'est assise à l'avant du bus, là où il y avait un peu de lumière. Mais attention, Camille est noire, et même dans le noir, ça aurait été très difficile pour n'importe qui de la voir. À part les autres chauffeurs de bus qui l'ont vu partir avec ce type, personne d'autre savait qu'elle était dans ce bus. D'ailleurs, je reprends juste ces termes au cas où, en me parlant de la couleur de peau et qu'elle est dans le noir, machin, nanani, parce que sinon je vais prendre une sauce pour rien. C'est pas moi qui l'ai écrit, ok? Bref, dès qu'elle est montée, les choses sont devenues encore plus bizarres. Le chauffeur a jeté sa cigarette allumée et il est monté dans le bus avec elle, tout en lui racontant plein d'anecdotes sur le bus, comme quoi il avait été conçu pour transporter l'équipe de foot française, qu'il y avait une énorme table et même des toilettes à l'arrière, et qu'elle devrait venir voir avec lui. Il lui a suggéré 2 fois de venir à l'arrière du bus, où il n'y avait absolument aucune lumière. Et ça l'a fait flipper encore plus bien évidemment. Du coup, elle a envoyé un texto à son copain. Je viendrai peut-être pas ce soir. Chauffeur de bus bizarre, appelle-moi dès que tu peux. Tout en faisant semblant d'écouter les histoires du chauffeur. Ensuite, il est revenu à l'avant du bus et il est resté dans le couloir en lui bloquant le passage. Il parlait de trucs au hasard dont elle se souvient plus. Et pendant tout ce temps, ses yeux étaient fixés sur elle, surtout sur son téléphone qu'elle avait à la main et sur ses genoux. Pendant tout ce temps, elle priait pour que son copain voie son message et l'appelle.
Et quand il l'a finalement fait, elle a poussé un soupir de soulagement. Le chauffeur a dû voir la tête de son copain sur l'écran de son téléphone parce qu'il a reculé et lui a dit qu'il allait fumer une autre cigarette dehors. Elle a répondu au téléphone et elle a raconté à son copain tout ce qui se passait, tout en regardant par la fenêtre pour garder un œil sur le chauffeur. Quand il a été assez loin, elle a couru pour sortir du bus. Et là, stupeur et horreur. Il avait verrouillé la porte. Elle était coincée dans ce bus et personne ne savait où elle était, sauf son copain, le chauffeur flippant et les autres chauffeurs qu'il avait vus partir avec lui. Toujours au téléphone avec son copain, elle est retournée à sa place et a vu par la fenêtre que le chauffeur revenait. Quand il l'a vu au téléphone, il est reparti et a verrouillé le bus à nouveau. Il a fait ce manège 3 fois en tout, verrouillant le bus derrière lui, à chaque fois. Mais la dernière fois, il est resté près du bus, alors elle a raccroché avec son copain. Elle a décidé de lui envoyer un message à la place. À un moment donné, elle s'est assise sur un autre siège pour surveiller le chauffeur. Et à travers la fenêtre, elle a vu et entendu une femme âgée qui lui demandait si son bus allait à la ville la plus proche de chez son copain. Et le chauffeur lui a délibérément menti en lui disant que ce serait un autre bus. Là, Camille a paniqué. Elle a envoyé des textos à son copain en mode panique en lui disant qu'elle allait mourir, que le chauffeur allait lui faire des trucs horribles, puis la tuer et jeter son corps. C'est à ce moment-là que le chauffeur est remonté dans le bus et a refermé la porte. Ils étaient censés partir dans moins de 10 minutes et là, un truc a fait tilt dans sa tête. Elle s'est levée en essayant de garder son calme et elle lui a menti en disant qu'elle devait retourner à la gare pour aller aux toilettes. Il lui a dit qu'il y en avait dans le bus, alors elle a menti à nouveau en disant qu'elle avait besoin de snacks au distributeur. Il a hésité et a finalement accepté de la laisser partir. Mais avant ça, il a fait semblant 2 fois que le bouton pour ouvrir les portes ne marchait pas. Là, elle n'a plus eu envie de cacher sa détresse. Elle lui a dit que s'il n'arrivait pas à ouvrir la porte, elle prendrait le marteau de secours pour la casser. Et là, comme par magie, le bouton a remarché. Elle s'est précipitée hors du bus et elle a pris la plus grande bouffée d'air froid et frais de l'hiver qu'elle ait jamais prise. Elle n'a jamais été en prison, mais elle imagine que c'est ce qu'on ressent quand on en sort. Ensuite, elle a couru jusqu'à la gare. Elle s'est cachée derrière un distributeur automatique. Et quand elle s'est enfin sentie en sécurité, elle a fondu en larmes. Elle a rappelé son copain et lui a dit qu'il avait appelé sa sœur qui vivait à Versailles pour que son copain vienne la chercher. Pendant qu'elle essayait de se calmer, devine qui elle a vu à la gare. Oui, le chauffeur flippant. Il faisait comme s'il cherchait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Et c'était probablement elle. Elle a retenu son souffle et elle a attendu qu'il parte. Puis elle a pleuré encore plus parce qu'elle a réalisé à ce moment-là qu'elle était sa proie et qu'elle avait raison pour ses mauvaises intentions. Finalement, le copain de la sœur de son copain est venu la chercher et l'a ramenée là où elle logeait. Elle n'a pas réussi à dormir cette nuit-là, ni les jours suivants. Son insomnie a empiré. Elle a signalé le truc à la compagnie de bus, mais comme ce n'était pas un chauffeur habituel, rien n'a été fait. Elle a même pas eu de réponse. Elle est super reconnaissante envers tous ceux qui l'ont aidée cette nuit-là. Et elle dit même que si ça a déjà été dit, elle peut le répéter pour qu'on s'en souvienne. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre instinct, il ne se trompe jamais. Et aussi, faut pas avoir peur d'être impoli avec des pervers qui vous mettent en danger et mal à l'aise. Et voilà mes petits potes, j'espère que vous avez kiffé ces threads d'horreur. Si c'est le cas, vous connaissez un grand pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. Et justement, ce thread, il s'est passé il y a plus de 10 ans quand Léo avait 12 ans. Il vivait dans une petite ville de l'Oklahoma et dans son quartier, les maisons étaient assez éloignées les unes des autres. Généralement, entre ces maisons, il y avait des bois. C'était un jour d'école, donc sa grand-mère était venue le chercher à l'école et l'avait ramené à la maison. C'était la première année où il rentrait tout seul chez lui. Avant ça, il allait chez sa grand-mère après l'école. Il arrivait vers 15 ans et ses parents rentraient vers 16h30. C'était pas bien grave. Ce jour-là, pour une raison quelconque, son père ne rentrerait pas avant 19h. Et sa mère, enseignante, ne serait pas là avant 20h puisqu'elle avait des réunions parents-professeurs à l'école. Bon, c'était au début de l'automne, donc il ne ferait pas nuit avant 20h30. Léo a fait ce qu'il faisait d'habitude en rentrant à la maison. Il a couru à l'étage, a allumé sa Xbox 360 et a joué à Minecraft avec ses potes. Ce jour-là, il n'était qu'avec son ami Seth. Il jouait depuis environ 2 heures quand il a entendu une portière de voiture se fermer dans l'allée. Personne ne devait être là avant 19h. La maison de Léo était agencée de manière à ce que les fenêtres de l'étage donnent sur l'allée. Alors, avec son micro allumé et sa manette en main, il est allé à la fenêtre pour voir qui c'était. Peut-être que son père était rentré plus tôt que prévu. Il a regardé dehors et c'était un camion rouge. Personne qu'il connaissait ne conduisait un camion rouge. La personne s'est garée au milieu de l'allée, comme si c'était chez elle,
Quand Léo a regardé, il a vu un mec avec un chapeau, un gros sweat à capuche camouflage et un jean. On était en septembre, donc personne ne portait de gros sweat à capuche et de jean en Oklahoma. À ce moment-là, le mec était déjà presque hors de vue. Il remontait l'allée jusqu'à la porte d'entrée. Léo a pensé que c'était peut-être un des amis de son père ou quelqu'un que son père avait embauché pour faire quelque chose. Mais son père prévenait toujours quand quelqu'un devait venir. Peu après, Léo a entendu des coups frapper à la porte. Puis un autre coup. Il est allé à une autre fenêtre, celle qui lui permettait de mieux voir l'allée menant à la porte d'entrée. Il a vu le mec redescendre l'allée. Il a changé de position et est revenu regarder par les fenêtres donnant sur l'allée. Il a tout raconté à Seth en gardant son micro allumé. Il a dit à Seth que le type allait maintenant à son camion. Mais non, le mec est passé devant son camion et a essayé d'ouvrir la porte du garage. Là, le cœur de Léo s'est serré. Il a dit à Seth que le type venait d'essayer de rentrer chez lui. À ce moment-là, il était littéralement en plein jour, vers 17h. Heureusement, la porte était fermée à clé, parce que parfois, ils oubliaient de la fermer. Après avoir essayé la porte, le type a commencé à marcher vers le patio arrière. Léo a laissé tomber son casque et est descendu tranquillement dans les escaliers pour voir ce qu'il faisait. Il est descendu et s'est placé derrière un mur pour ne pas être vu depuis la porte arrière et les fenêtres du salon. Il écoutait. Il a entendu le mec essayer d'ouvrir la porte. Puis il a entendu un bruit sourd, comme si le mec avait laissé tomber une brique par terre ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, Léo avait vraiment peur. Il voulait appeler ses parents ou sa grand-mère, mais il n'avait pas de téléphone portable. Le seul téléphone de la maison était dans la cuisine. Il devait traverser le salon pour y aller, mais le type pourrait le voir. Quelques secondes après le bruit sourd, Léo a jeté un œil et a vu que le gars avait disparu. Il est remonté en courant à l'étage, a remis son casque et a dit à Seth que le type venait d'essayer d'ouvrir la porte arrière aussi. Pendant qu'il lui racontait ça, Léo a entendu une portière de voiture se fermer. Cette fois, en regardant par la fenêtre, il a vu le mec monter enfin dans son camion. En scrutant un peu mieux, Léo a remarqué que la seule chose qu'il avait dans sa benne était un pied de biche et une pelle. Il est resté assis dans son camion pendant ce qui a semblé être quelques minutes. Pendant ce temps, Seth a conseillé à Léo de prendre son iPod et de prendre une photo de la plaque d'immatriculation. Le camion était garé dans un endroit où Léo ne pouvait pas le voir. Puis le mec a reculé dans l'allée et a descendu la route. Quelques minutes après qu'il soit parti, Léo est descendu pour voir ce qui avait causé le bruit sourd. Il est arrivé à la porte arrière et a vu que le paillasson avait été déplacé. Les deux gros pots de fleurs avaient également été déplacés. Le mec cherchait clairement la clé de la maison. Ils avaient aussi une clé cachée là-bas. La clé de la porte arrière était sous l'un des petits pots de fleurs, près du rebord, près de la porte. Pas sous les plus gros pots sous lesquels le gars avait cherché. Léo est allé sur le porche d'entrée et a remarqué que tous les pots semblaient avoir été déplacés également. Il ne sait pas ce qu'il aurait fait si le type avait trouvé la clé ou s'il était simplement entré par effraction. Après que le mec soit parti, Léo a appelé son père et lui a raconté ce qui s'était passé. Quand son père est rentré à la maison, il a fait venir un policier et Léo lui a donné une description du type. Et le mec n'est jamais revenu à la maison. Et c'est comme ça que se termine ce second thread. Oh la chance j'ai envie de vous dire, clairement. Le gars il a pas regardé sous ce pot-là. Ce pot-là, peut-être 2-3, ils étaient vers les fenêtres, mais en tout cas les gros pots là vers le paillasson, comme on voit dans les films américains ou dans les trucs, ou peut-être même que vous le faites, mais ne le dites pas, s'il vous plaît, au cas où. Voilà, il a pas trouvé la clé, parce qu'il y avait une clé, clairement, le gars il aurait pu rentrer. Pied de biche pelle, je pense qu'il voulait cambrioler à la base. Le gars il vient avec un camion, enfin de ce que je comprends, vu qu'il arrive à voir ce qui se passe à l'arrière, je pense que c'est plus un truck avec, tu sais, à la fin, enfin à l'arrière des trucs, des camions américains. Bah, tu peux mettre des choses, quoi. C'est pas fermé, quoi. Il n'y a pas de bâche, rien. Mais je pense qu'il voulait quand même cambrioler. Sinon, je pense que vraiment, il serait rentré, quoi. Et il a pas l'air d'avoir conscience que Léo soit là, donc je pense que honnêtement, il voulait juste cambrioler, si je puis dire. Allez, on passe au troisième thread. Tatiana, elle s'est souvenue d'une époque où elle a failli se faire tuer par un conducteur ivre armé en 2020. D'une manière ou d'une autre, il s'est passé tellement de trucs dans sa vie qu'elle a presque complètement oublié cet incident. En 2020, Tatiana vivait encore avec ses parents au Texas et pendant toute la période Covid, il n'y avait pas grand chose à faire pour se divertir. Mais pour changer un peu les choses, ses parents ont proposé de camper ensemble dans le jardin. Elle était totalement partante parce qu'elle adorait camper. Jusqu'au dîner, ils étaient tous bien décidés à passer la nuit dehors. Mais après, sa sœur a pris la parole et a dit qu'elle se sentait mal et qu'elle ne voulait pas dormir dehors. Du coup, ils ont tous fini par rentrer à l'intérieur et se sont couchés vers 23h. L'endroit où ils étaient censés camper était à gauche de leur maison, dans une zone étrange du jardin qui était juste en face d'une section hantée de la route. Hantée, pas hantée les trucs paranormaux,
ok? De temps en temps, ils entendaient des gamins qui roulaient à fond dans le quartier tard dans la nuit. Mais jamais ils n'avaient imaginé que ça pourrait les affecter, à part pour les empêcher de dormir à cause du bruit. Vers minuit 30, un bruit de voiture qui dérape et un craquement horrible ont réveillé Tatiana. Elle ne savait pas trop quoi en penser et dans son état de torpeur, elle se dit que c'était juste encore un gamin qui faisait du bruit avec sa voiture. Quelques minutes plus tard, ses parents ont hurlé pour que Tatiana et sa sœur descendent les escaliers. Sachant qu'ils utilisaient rarement ce ton, elle a sprinté en bas, sa sœur sur ses talons. Et elles sont arrivées chez leurs parents qui étaient déjà au téléphone avec la police. Ils étaient sur le porche en train de regarder une scène complètement surréaliste en bas. Une voiture avait traversé leur clôture exactement à l'endroit où ils avaient prévu de camper. Le type dans la voiture a allumé ses phares pour une raison bizarre et c'est là que Tatiana a enfin vu la personne qui avait complètement détruit la moitié de leur jardin et leur clôture avec sa voiture. Il était maigre, avait les cheveux noirs et semblait avoir dans la vingtaine. Elle se souvient que son père lui avait dit de ne rien dire pendant que lui et sa mère essayaient de lui soutirer des infos en l'appelant depuis le porche au-dessus de lui. Après un moment, il a finalement réagi et est sorti de la voiture, titubant dans leur direction, en criant des trucs incompréhensibles, comme s'il était bien bourré. Heureusement, avant qu'il se passe quoi que ce soit, les policiers sont arrivés, l'ont assis pour lui parler parce qu'il n'était pas encore ouvertement violent, juste complètement ivre. Pendant qu'un des policiers parlait à l'homme, l'autre fouillait sa voiture et a trouvé une arme chargée sur le siège passager. Tatiana n'a appris l'histoire de l'arme que le matin, quand ses parents lui ont raconté que la police leur avait parlé après qu'elle soit retournée se coucher. Sa famille et elle auraient pu se faire renverser par cette voiture qui, comme elle l'a appris plus tard, roulait à plus de 90 km/h. Ils auraient pu finir écrasés et si ça n'avait pas été le cas, le gars aurait pu leur tirer dessus avec son arme, ok? Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread et c'est là que tu te dis c'est les trucs où oh là là, t'as esquivé la mort de peu. Voilà, comme ça, Freeze the Night, clouc, clouc, clouc. Parce qu'il devait dormir là et heureusement la petite sœur a dit oh, flemme un petit peu de dormir là. Voilà, bravo la sœur, enfin elle a pas fait exprès, hein, mais bon bah le fait qu'elle dise non j'ai pas envie de dormir là, ça a sauvé. Alors je sais pas si tout le monde serait mort, hein, mais en tout cas ils auraient campé là et une voiture à 90 km/h qui perd le contrôle. Voilà, allez, prochain thread. Alors l'histoire que je vais vous raconter, elle m'est partagée par une abonnée. Donc forcément, je lis un petit peu le speech au début et après je passe en troisième personne. Coucou Delcor, je t'écris de Montréal, même les Québécois écoutent tes vidéos et on adore. Si tu racontes mon histoire, ça me dérange pas que tu gardes mon nom. Voilà, ça c'est très important de me le dire. Si vous me le dites pas, ce genre de choses, je vous anonymise direct. Et même des fois quand on me dit tu peux garder le nom, des fois au cas où, suffit que je m'en souviens pas et que j'ai pas capté, et ben je change. L'histoire que je vais te raconter prend place il y a presque 20 ans, quand j'avais 4 ans. Crois-le ou non, je jure que c'est vraiment arrivé, exactement comme je vais te le raconter. Ma mère a des frissons chaque fois qu'elle raconte cette histoire. Les parents de Sabrina étaient jeunes et venaient juste d'acheter leur première maison. Cette maison avait plus de 100 ans et était plutôt flippante, même si elle était dans un quartier normal avec pas mal de monde autour. Ils avaient acheté la maison d'un vieux monsieur qu'elle n'avait jamais vu. Ce type partait vivre dans une maison de retraite parce qu'il était vraiment malade en phase terminale de cancer. Il s'appelait Monsieur Mador. La sœur de Sabrina avait 2 ans et comme Sabrina était plus vieille et active, ses parents avaient décidé de lui donner la chambre des maîtres, qu'elle puisse jouer tranquille sans gêner les autres. C'était la chambre de Monsieur Mador. Au début, tout se passait bien dans cette maison. Sabrina avait juste un peu peur du sous-sol, mais bon, quel enfant n'a pas peur d'une cave avec ses ombres, hein? Après 2-3 mois dans cette maison, Sabrina a commencé à avoir des nuits super agitées. Une nuit, elle s'est réveillée et allait voir sa mère pour lui dire qu'il y avait un homme dans sa chambre. L'homme lui racontait qu'il allait partir en voyage. Sabrina voulait l'accompagner, mais lui, il ne voulait pas qu'elle vienne. Il est venu chaque nuit pendant 2 semaines, et plus ça passait, plus Sabrina était en colère, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi il ne voulait pas qu'elle vienne avec lui. Sabrina était une enfant assez timide, du genre à se cacher derrière ses parents pour éviter de parler à des inconnus. Mais pour une raison qu'elle n'arrive pas à expliquer, elle n'avait pas du tout peur de cet homme, comme si elle le connaissait déjà. Un soir, ils sont allés manger chez ses grands-parents. Sa grand-mère travaillait avec les personnes âgées de la ville. Après le dîner, sa grand-mère a sorti un journal et a ouvert la page des avis nécrologiques. Elle a dit à sa mère que Monsieur Mador était décédé il y a 2 semaines. Quand Sabrina a vu la photo de l'homme, elle a dit à sa mère de venir la voir, comme si elle voulait un câlin. Après un moment dans les bras de sa mère, ses yeux ont jeté un coup d'œil au journal et là, elle a pointé la photo en disant « Maman,
regarde, c'est lui, le monsieur qui était dans ma chambre. Sa mère a été complètement terrifiée. Elle a eu des frissons partout. Après ce jour-là, Sabrina ne l'a plus jamais revu. Elle imagine qu'il venait sûrement dire adieu à sa chambre, à sa maison, à ses souvenirs avant de partir. Et son voyage devait être sûrement vers je ne sais quoi, là où on va après la mort. Comme quoi, tous les esprits ne sont pas là pour nous faire du mal. En tout cas, merci d'avoir lu ça et bonne continuation. Et bah moi, je te dis surtout, merci de nous avoir partagé ton histoire. D'ailleurs, si toi aussi tu veux le faire, c'est sur delcorstory@gmail.com. Et il y a aussi, c'est quand même assez commun que les enfants ont un petit peu plus de réceptivité à propos de ces événements-là. Donc voilà, effectivement, le fait que tu étais petite et que tu avais sa chambre et tout, forcément, ça a dû jouer. Un grand merci et on passe à la prochaine histoire. Il y a environ 2 nuits, Paige est allée voir le nouveau film Wicked avec sa famille qui était en ville pour Thanksgiving. Elle est rentrée chez elle vers minuit. Elle vit seule dans une maison partagée mais divisée, avec 2 autres colocataires. L'un vit à l'étage et l'autre partage le rez-de-chaussée avec elle. Donc il y a 3 appartements au total. Son appartement est à l'arrière de la maison et dispose d'un porche arrière par lequel on peut rentrer après avoir traversé toute l'allée. Quand Paige est rentrée chez elle, elle s'est assise dans sa chambre et a bossé sur son ordi pendant environ 20 à 30 minutes. Pendant ce temps, la maison était super calme et elle entendait sans cesse la voix d'un homme parler. Maintenant, faut savoir que le colocataire qui vit au-dessus d'elle est un homme et elle sait que sa chambre est juste au-dessus de la sienne parce qu'elle y a déjà vécu avant. On aurait dit qu'il parlait au téléphone juste à cause de la durée et de la continuité de la conversation. Paige a essayé d'écouter, de comprendre d'où venait la voix, mais elle n'a pas pu la localiser exactement. Ça venait soit du plafond, soit de l'autre côté de sa chambre. Faut aussi noter que sa chambre communique avec le porche par une porte qu'elle a bloquée avec sa commode. Il y a une porte principale à l'intérieur du porche qu'on utilise pour entrer dans la maison. Mais il y a aussi cette porte chelou qui communique avec sa chambre. Elle n'a pas pu distinguer les mots, mais à cause de la fermeté et de la continuité de la voix, elle a pensé que ça venait de son colocataire à l'étage. C'était la seule explication logique. Elle n'arrêtait pas de se dire que c'était bizarre parce qu'elle n'avait jamais entendu une voix traverser ce plafond avant. Il n'est pas si mince. Mais bon, elle s'est dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter pour rien. Après environ 20 à 30 minutes de travail sur son ordi, elle s'est levée pour se brosser les dents, nourrir ses poissons, se préparer pour aller au lit. Elle est revenue dans sa chambre, a éteint les lumières et s'est mise au lit. Gardez à l'esprit qu'il s'était écoulé environ 45 à 60 minutes depuis qu'elle avait entendu la voix pour la première fois. Et elle pouvait toujours l'entendre. Elle s'est dit bon sang, mon colocataire parle comme un fou au téléphone là-haut. Et elle s'en veut de s'être trompée comme ça. Après environ 3 minutes allongée dans son lit, elle a soudainement entendu la porte du porche grincer, en même temps que la voix de l'homme qui parlait. C'était un bruit super distinct qu'elle a immédiatement reconnu comme étant la porte de son porche. Elle a rampé à travers sa chambre et a mis son oreille contre la commode porte qui communique avec le porche. Effectivement, la conversation venait de l'intérieur du porche et elle entendait la porte bouger et traîner en même temps. Son cœur s'est arrêté. Toutes les lumières étaient éteintes chez elle à ce moment-là. Donc elle avait un petit avantage sournois pour se faufiler dans la maison et voir ce qui se passait. Elle s'est glissée dans son couloir et a jeté un œil dans la cuisine qui mène au porche. De l'autre côté de la cuisine, à travers la porte, dans un rayon de clair de lune, elle voit un homme aux cheveux longs et hirsutes, assis en boule au milieu du porche, tourné vers elle, mais lui tournant toujours le dos, marmonnant à voix haute et se balançant d'avant en arrière. Son état de combat ou fuite s'est déclenché et elle a immédiatement ouvert la porte en lui hurlant de partir, essayant de l'intimider. En y repensant, elle s'est dit qu'elle n'aurait probablement pas dû se rendre aussi vulnérable sans arme à portée de main. Mais bon, elle était juste en mode survie. Elle ne peut pas expliquer ses actions autrement qu'avec peur et la volonté de l'effrayer. Quoi qu'il en soit, le mec n'a même pas réagi quand elle a ouvert la porte et lui a hurlé dessus. Pas un seul tressaillement. Il a juste tourné lentement la tête sur le côté et a dit « Je m'appelle Evan ». Oh, ça l'a foutu dans un état pour une raison qu'elle ne comprend même pas. Surtout qu'il ne s'était toujours pas retourné ou montré son visage. Elle a répondu qu'elle s'en fichait et l'a maudit pour qu'il parte. Il s'est lentement levé, les mains levées, et a dit « Je sais, je me cache ». Il avait un ton presque enfantin et enjoué qui lui filait des frissons. Elle détestait ça. Le fait qu'il n'arrêtait pas de lui parler et d'agir de façon aussi bizarre sans même se retourner pour lui montrer son visage l'a vraiment énervée. Pour qui il se prend ce mec? Elle l'a fait sortir du porche, le menaçant. Maintenant, elle suppose que c'était juste un sans-abri qui était sous l'influence de quelque chose, parce qu'elle vit dans un quartier du centre-ville et c'est pas rare de croiser des sans-abri dans la rue. Mais bon, elle ne sait pas. Le fait de le voir sur son porche et de savoir qu'il était là depuis au moins 1 heure avant, alors qu'elle était juste là, ça lui a vraiment fait flipper.
Elle était en mode défense totale quand elle a ouvert cette porte et elle n'était pas prête à perdre du temps à analyser ce gars. Aucune situation inimaginable ne justifiait qu'un type soit sur son Porsche à cette heure-là. Inutile de dire qu'elle vérifiera 2 fois la serrure du Porsche tous les soirs à partir de maintenant. C'est drôle parce qu'étant donné que sa chambre est reliée au Porsche, elle a toujours eu cette pensée intrusive qu'un jour elle entendrait quelqu'un dedans la nuit. Eh bien, il semble que ça soit devenu réalité. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread et on va passer au prochain. Il y a 6 ans, Raphaël et sa copine de l'époque, qui est devenue sa femme depuis, étaient encore à la fac. Un jour, sur le chemin du retour après les cours, alors qu'ils rentraient chez elle, ils remarquent une voiture avec 2 types qui leur collent au train. Au début, ils s'inquiètent pas trop, parce que bon, au Texas, les gens conduisent souvent n'importe comment, c'est pas nouveau. Sauf qu'à un moment, la voiture en question les dépasse et leur coupe carrément la route. Une fois arrêtés devant eux, les mecs dans la voiture leur font un dos d'honneur bien appuyé. Raphaël, frustré, leur rend la politesse avec un bon vieux doigt d'honneur. Et c'était une mauvaise idée. Les 2 types voient son geste, changent direct de voie, freinent comme des malades et commencent à les suivre. Là, Raphaël se dit qu'ils ne doivent surtout pas voir où habite sa copine. Alors il improvise un trajet avec des virages en mode aléatoire, espérant les semer. Il pense que c'est bon, qu'il les a largués, alors pour être plus prudent, il décide de ne pas rentrer chez elle et de filer plutôt à son appartement qui est pas très loin. Quand ils arrivent enfin et qu'ils se garent, Raphaël commence à se détendre un peu. Mais c'est là qu'il voit cette foutue voiture. Elle vient juste de s'arrêter devant leur immeuble. Et là, c'est le festival. Les types commencent à hurler des insultes et des trucs vulgaires sur lui et sa copine. Raphaël, qui veut protéger sa copine, décide de ne pas se laisser faire et commence à marcher vers la voiture. Puis à ce moment, son coloc sort de l'immeuble. Il capte direct ce qui se passe. Et avant que Raphaël ait le temps d'arriver à la voiture, il le stoppe et lui dit « Eh mec, rentre à l'intérieur, je vais gérer ça. » Raphaël hésite mais finit par écouter son coloc et rentre dans l'appart avec sa copine. 10 minutes plus tard, le coloc revient. Il leur explique que les mecs sont partis mais que ça aurait vraiment pu tourner mal si Raphaël s'était approché de leur voiture. Il leur raconte que les 2 gars étaient complètement défoncés, en train de sniffer de l'aérosol dans leur bagnole. Et pire encore, le conducteur avait une arme posée sur ses genoux. Il a même dit à son coloc que si Raphaël s'était approché, il aurait tiré. Après ça, Raphaël n'a pas voulu prendre de risques. Il a quitté son appart et a emménagé avec sa copine peu de temps après. Aujourd'hui, il parle plus à son ancien coloc, mais il se dit que si Gray, le coloc, entend cette histoire quelque part, et bah merci à lui pour lui avoir sauvé la vie ce jour-là. Et voilà, bah là on est encore sur un gars qui sauve la vie. Enfin là, tout à l'heure c'était la sœur. Là, c'est le coloc qui dit « Oh vas-y t'inquiète, je gère. » Parce que sinon Raphaël il serait allé en mode un peu tête brûlée. « Ouais vas-y t'inquiète, hop. » Et bah le gars il aurait tiré. Il a dit, l'autre il était foncé. Alors peut-être il l'aurait pas fait, hein, on dit des choses et puis voilà, mais clairement, tant mieux, pas le savoir, au moins il est sain et sauf, lui et sa femme. Allez, on passe au prochain thread. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Tisha. Enfin, moi je l'ai appelée comme ça vu qu'elle veut pas donner son nom ni son âge pour des raisons de confidentialité. Mais pour situer un peu, ça s'est passé il y a environ 2 ans, quelques semaines après la naissance de son petit frère. Depuis qu'ils ont emménagé dans cette maison, il y a cette petite pièce au sous-sol qui est toujours fermée à clé. Franchement, personne l'utilise. Elle-même ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais elle a toujours pensé que c'était juste des trucs utilitaires, genre des compteurs ou un truc dans le genre. La pièce est minuscule, à peine assez grande pour s'allonger dedans. Bon là, on rentre dans le vif du sujet. Un week-end, ses parents partent ensemble, la laissant à la maison avec sa sœur aînée et son petit frère qui n'avait que quelques semaines à l'époque. Ils lui font confiance pour gérer la situation, vu qu'ils avaient déjà fait ça avant. Bref, cette nuit-là, sa sœur sort avec des potes et elle prévoit de revenir vers 4 ou 5 heures du matin. Tisha regarde un bon film et comme il se fait tard, elle décide de mettre son petit frère au lit dans sa chambre à l'étage. Elle le fait, puis elle redescend pour regarder un autre film. Mais au final, elle s'endort. Quelques heures après, vers minuit, elle se réveille avec des bruits chelous venant de l'étage. Au début, elle pense que c'est les voisins parce qu'ils peuvent être bruyants et les murs sont fins. Mais en regardant l'heure, elle se rend compte que c'est trop tard pour qu'ils soient encore debout, et encore moins pour faire ce genre de bruit. Du coup, elle s'approche de l'escalier pour voir ce qui se passe. Et juste quand elle est sur le point de monter la première marche, elle entend un bruit métallique, comme un objet qui tombe. Et devinez quoi ? Eh bien c'était la clé de la petite pièce au sous-sol.
Là, elle prend son téléphone et au lieu d'appeler la police, elle envoie un message à ses potes pour lui dire ce qui se passe. Un de ses amis a la brillante idée de contacter les policiers pour elle. Soudain, elle entend la porte de la salle de bain claquer. Elle sait que c'est cette porte parce qu'elle fait un bruit de grincement bien particulier quand elle se ferme. Comme son frère dort à l'étage, elle monte doucement pour vérifier qu'il va bien. Heureusement, il va bien. Elle ne réalise pas trop le danger et se dirige vers la porte de la salle de bain. Comme elle s'ouvre vers l'intérieur, elle décide de la pousser fort. Et là, elle entend un mec crier. Instinctivement, elle ferme la porte et la maintient fermée pour l'empêcher de sortir. Le gars casse la fenêtre et juste à l'extérieur, il y a un genre de balcon. C'est pas vraiment un balcon, mais apparemment, voilà, ça relie les maisons voisines. Il s'en sert pour s'échapper. Tisha prend son frère dans ses bras, court jusqu'à la cuisine et remarque qu'il manque un couteau dans le bloc à couteaux. Elle prend un autre couteau, puis elle se cache dans un coin du salon, en pleurant comme jamais. La police arrive et elle leur ouvre la porte. Quand ils fouillent la maison, ils voient que la fenêtre de la salle de bain est cassée et que Tisha a frappé le type si fort qu'il y a du sang par terre. Mais le plus flippant et traumatisant, c'est ce qu'ils trouvent dans la petite pièce du sous-sol. Il y avait des couvertures et des boîtes de conserve. Ils ont conclu qu'ils vivaient là depuis plusieurs jours. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. J'espère que vous avez kiffé ces threads. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'hésitez pas. Un petit pouce bleu et un abonnement. Vous savez, parfois, on pense vraiment bien connaître quelqu'un. Surtout quand c'est son propre frère. On partage des souvenirs, des fous rires, des traditions. Et puis un jour, sans prévenir, cette personne change radicalement. Elle devient méconnaissable. Plus de messages, plus d'appels, juste des silences pesants, des regards vides et des phrases qui te glacent le sang. C'est exactement ce qui est arrivé à Coralia. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est pas simplement une histoire de foi ou quoi. C'est bien plus troublant que ça. L'histoire de Coralia et de son frère Brian, c'est un truc de dingue. Ils ont toujours été super proches. Je sais pas si vous voyez le genre, si vous êtes frères et sœurs et que vous êtes hyper fusionnels. Ils faisaient des soirées, ciné en famille, repas ensemble, jeux de société, vacances, les trajets en voiture, bref. La totale, la famille parfaite comme elle le dit. Et puis ils ont grandi, la vingtaine passée, chacun sa vie, Coralia ne le voit pas souvent. Mais il s'envoie des messages de temps en temps pour vérifier que l'autre est toujours vivant. Un jour, Brian est devenu ultra religieux. Du jour au lendemain. Mais genre vraiment à fond. Attention, Coralia ne juge personne. Mais dans leur famille, personne n'est spécialement croyant. Et Brian n'a pas d'amis religieux. Il a trouvé une église dans sa nouvelle vie et y consacre toute sa vie. Il est complètement isolé, son seul pote, c'est le prêtre. Il est super secret sur l'église qu'il fréquente et il y passe tout son temps. Brian est là, tard le soir, tous les jours, soi-disant pour aider à nettoyer. Mais ça sent pas bon pour Coralia. Ils ont fait un voyage missionnaire au Mexique récemment et Coralia n'ose même pas imaginer ce qui s'est passé là-bas. Les seules vidéos que Brian consomme, c'est ceux avec de la religion. Il a plus d'amis en dehors de l'église et il va à l'église qu'en dehors du boulot. Jusque là, bon, ok, pourquoi pas, quelqu'un de croyant. Mais il y a un petit peu plus que ça. À chaque fin de conversation, il balance un truc du genre « Est-ce que t'es prêt à donner ta vie ou à souffrir en enfer ?» Récemment, il est revenu voir sa famille et leur mère leur a dit que ça sonnait faux toute cette histoire. Il est resté silencieux la plupart du temps, juste à observer. Sinon, il avait l'air super distant, même en la regardant droit dans les yeux. Son énergie m'était super mal à l'aise. C'était plus le Brian pétillant et affectueux qu'il a toujours été. Il gardait ses distances et il avait rien à dire. Quand il est parti, sa mère a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il revienne. Une fois par mois, Coralia et Brian jouent ensemble aux jeux vidéo. Ils jouent pendant des heures, c'est leur petit truc à eux. Coralia participe à ces conversations religieuses, même si elle n'est pas forcément d'accord. Et lors de leur dernière soirée de jeu, il s'est tellement amusé qu'il ne l'a pas laissé se déconnecter avant 2h du matin. Et là, Coralia apprend qu'il a donné sa console à un membre de l'église. Elle était super dégoûtée pour lui, elle avait l'impression qu'il n'avait pas réfléchi à ce que ça signifiait pour eux. Ils ne sont pas du genre à s'appeler souvent, mais ils adorent les jeux vidéo et ont grandi en jouant ensemble. Donc ces soirées, c'était vraiment un truc pépite. Il l'a appelé l'autre soir pour aborder le problème. Il a donné sa console parce que sa future femme, une prémonition selon lui, arrive. Et elle n'aimerait pas qu'il joue avec d'autres filles. Et il n'a plus de temps pour autre chose que l'église. Coralia sait que ça a l'air complètement fou, mais malheureusement, c'est la vérité. Il lui a assuré qu'il allait complètement couper les ponts avec elle parce que sa femme prémonitoire est plus importante que sa relation avec elle.
Il a parlé avec une telle conviction que c'était terrifiant de le voir autant se tromper et pourtant être si sûr de lui. Quel genre d'église pousse quelqu'un à couper les ponts avec sa famille et ses amis? Il va bientôt déménager à l'étranger pour trouver sa femme prémonitoire. Coralia était choquée. Sérieusement? Trouver une femme dans une prémonition? Leur père l'a appelé et lui a dit que si jamais sa femme l'aimait, elle ne lui demanderait jamais de couper les ponts avec sa famille. Ryan, il a esquivé la question et il n'a pas répondu. Bon, là, vous allez vous dire, comment ça pourrait être pire que avoir une femme prémonitoire? Eh ben, Coralia est mal pour plein de raisons. Elle n'arrive plus à dormir. Elle a peur que son frère soit dans une sorte de secte, en pleine psychose religieuse. En plus de potentiellement ruiner leur relation avec des sentiments ambigus envers elle, sa sœur. Elle est complètement perdue, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça pourrait être pire? Leur mère pense que c'est sa façon d'éliminer la tentation, c'est-à-dire Coralia de sa vie. Elle est coincée entre l'envie de comprendre quel genre d'église c'est et l'idée d'accepter de se dire bon bah ça y est, je ne rencontrerai plus mon frère. Personne ne sait quoi lui dire et elle ne peut pas leur en vouloir. Elle pleure ce qu'était leur relation avant, mais la situation lui donne des frissons. Et elle ne sait pas quoi faire. Elle ne pense qu'à cette citation qu'elle a lue. Plus ils sont pieux, plus leur foi devient laide car elle est basée sur un mensonge. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread. Ma foi, le frérot, je sais pas trop. La première lecture, j'avais pas capté la chose ambiguë là avec sa sœur un petit peu. Il est un petit peu bizarre en ce moment, le frérot là. Je crois qu'il est parti dans des trucs, des bails sombres. Et en plus de ça, il est dans une sorte de secte. Vraiment, qui lui dit, parce que je pense pas, je ne suis pas forcément religieux, mais je pense pas qu'on te dise. Ouais, coupe les points avec ta famille parce que là t'as eu une femme prémonitoire. Ça me rappelle des vidéos de sectes que j'ai vues sur Netflix ou autre. Et forcément, j'ai des petites histoires à vous raconter, on verra bien si un moment. Mais il y a des choses, oui, les trucs sectaires, ça peut vous faire des choses bizarres. Allez, prochain thread. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, c'est Delcor et aujourd'hui je vais vous raconter normalement 5 threads d'horreur. Bon, il y en a déjà un qui est passé. Voilà, hop, là on est en thread 2, t'as capté. Je dis 5, des fois je dis 4, machin. Bon, bah, vous verrez, je corrige généralement, hop, je mets ça. Ce qui est prévu, c'est 5, mais des fois les vidéos sont trop longues, alors j'enlève des petits threads et tout, et je les stocke. Donc si bientôt à un moment il y a une vidéo qui sort où j'ai plein de fringues différents, c'est pas une compile ou quoi. Enfin, de toute façon, je vous le redirai, c'est que c'est des threads qui ont été en trop. Et à force, ça fait des petits threads en plus qui font que ça fera une petite vidéo bonus ou moi, ça me permettra de, imaginons j'ai une galère, hop, de pouvoir quand même faire une vidéo. Voilà, vous voyez le genre. Aujourd'hui, là, j'ai pas trop d'actu à vous sortir, donc voilà. Par contre, je peux vous demander une chose, comment vous allez? Parce que voilà, il y a le petit beau temps qui commence à revenir, c'est vrai que ça fait plaisir. Nous, on enchaîne les balades avec Cookie. Ouais, tiens, pour vous là, hop, petite photo du Cookie, comme ça, hop, il est content. Voilà, parce que généralement, je vous les mets, mais sur Insta. Je vous les mets sur Insta et vous n'êtes pas forcément sur Insta, n'hésitez pas à me suivre. Hein. Mais voilà, petite photo du petit là, il est content en ce moment, il commence à faire un petit peu... Bon, il y a le soleil, il fait pas chaud, mais il y a le soleil. Voilà, il est présent. Bon allez, on va commencer avec ce second thread. Alors il faut savoir qu'à la base, Mike, il a partagé cette histoire avec ses amis. Et ils lui ont dit, mais t'es sérieux? Il faut que tu la racontes à tout le monde en fait, hein, c'est pas juste à nous. Et du coup, son histoire, elle est arrivée en décembre dernier, genre une semaine avant Noël. Mike, c'est un mec de 32 ans qui utilise son chèque d'ancien combattant pour aller à la fac dans une ville des Rocheuses. Il est tellement pris par les cours et le boulot qu'il n'a pas trop le temps de sortir et de voir du monde. Du coup, il compte pas mal sur les applications de rencontres. Il match avec une fille vraiment mignonne de son âge, ils discutent bien et finissent par prévoir un rencard. C'était dans un bar-resto pas loin pour que chacun puisse conduire tranquille. En vrai, elle était super jolie et le courant passait bien entre eux. Pendant leur conversation, il apprend qu'elle bosse dans un service non policier au commissariat, genre réceptionniste en gros. Il découvre aussi qu'elle a une coloc qui, d'après elle, est en vacances hors de la ville. Elle ajoute qu'elle déteste être seule parce qu'elle a un ex-petit ami taré qui la harcèle. Mike était un peu mal à l'aise et il lui a dit, mais elle a répondu qu'il était inoffensif, alors il a laissé tomber. Ils ont bu quelques verres de plus et sont restés là environ 1 heure. Et sur sa proposition, elle a dit qu'il devrait rentrer chez elle. Mike précise qu'il n'allait pas dire non, elle était canon, ce serait mytho que de dire qu'il allait pas aller là-bas. Ensuite, elle a insisté pour conduire. Il lui a dit qu'il allait bien, mais elle a répondu non, qu'il avait bu et qu'elle voyait trop de conduite en état d'ivresse à son travail. Mike a compris ce qu'elle voulait dire, mais il n'avait bu que 2 gin tonic et en vrai, il se sentait bien.
Encore une fois, elle a insisté. Il a trouvé ça bizarre, mais en vrai, à ce moment-là, il s'en fichait. Ils sont arrivés chez elle, elle s'est approchée et a juste ouvert la porte. Elle ne l'a pas déverrouillée, elle était déjà ouverte. Ce que Mike a trouvé très étrange parce qu'elle lui avait parlé de son harceleur et que sa coloc était absente. Elle a commencé à donner à manger à son chat et pendant qu'elle faisait ça, Mike a vu un bol de céréales sur le comptoir de la cuisine. Il l'a touché et il était encore froid, comme s'il n'avait pas été utilisé depuis un moment. Les céréales n'étaient pas molles non plus. Il lui a demandé à qui elles appartenaient. Elle a hésité et elle lui a dit qu'elle les avait mangées en guise de collation avant d'aller au bar. Ça n'avait aucun sens et avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle l'a juste embrassé et l'a enlacé de manière séduisante en lui disant de l'emmener dans sa chambre. Encore une fois, elle était plutôt sexy et Mike il a arrêté de se soucier des céréales, clairement, il avait d'autres choses en tête. Ils ont commencé à chauffer et Mike est allé fermer les rideaux, mais elle lui a dit de les laisser ouverts. Bon, quelques minutes plus tard, peut-être environ 5 minutes, ils étaient au lit et Mike avait le dos tourné à la fenêtre quand elle a poussé un énorme halètement. Un halètement de frayeur. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre. Mike s'est retourné et a vu quelqu'un ensuite à capuche. La personne s'est barrée, il a entendu les pas courir sur sa terrasse arrière. Immédiatement, Mike a bondi et a couru dehors pour vérifier que les portes étaient verrouillées. Et bien sûr, la porte d'entrée ne l'était pas. Il a couru vers elle et l'a verrouillée. Et juste au moment où il l'a fait, la porte a commencé à claquer. Il est allé ouvrir parce qu'il allait défoncer le mec, ou essayer du moins. Et elle lui a dit de retourner au lit avec elle. Mike lui a crié dessus et lui a demandé si elle était folle. Elle lui a dit alors que ce gars faisait tout le temps ça et qu'après il arrêtait. Et Mike lui a demandé mais tu sais que c'est ton ex non qui doit faire ça? Elle lui a dit oui, il faut pas s'inquiéter. À ce moment-là, le mec a commencé à taper sur le côté de la maison à l'autre bout. Et elle n'avait pas l'air effrayée du tout. Elle a continué à essayer de le faire retourner dans son lit. Mike ne voulait pas appeler les flics parce que pour ce qu'il en savait, ce type était un flic. Sinon, elle aurait connu les flics qui se sont présentés et aurait pris son parti. Il ne pouvait pas non plus partir parce que sa voiture était au bar. Et clairement là, à ce moment-là, il était terrifié. Il a commencé à la confronter à propos de la porte non verrouillée, des céréales, il l'a ouvertement traitée de menteuse. Elle n'arrivait pas à trouver de réponse logique et il n'avait aucune idée de ce qui lui arrivait. Il n'aurait pas dû faire ça, mais il était en mode combat ou fuite et il lui a dit « Ouais, je te jure que si c'est un piège ou un vol, eh ben je vous promets que je vous tuerai, tous les deux. » Sauf que Mike, c'est pas tellement un dur à cuire, mais sa peur lui a fait dire quelque chose qu'il ne pensait pas. Il a commandé un Uber depuis son téléphone et il ne lui a rien dit. Il a juste continué à se disputer avec elle et lui a demandé ce qui se passait, dans l'espoir de la faire parler et de la faire rester dans la pièce. Il est resté juste à côté de la porte pour pouvoir partir au plus vite. Heureusement, il n'avait jamais enlevé son pantalon et sa veste et ses chaussures étaient juste à côté de la porte. Donc, il a pu s'habiller. Le Uber est arrivé et sans rien dire, il a juste ouvert la porte et a couru aussi vite qu'il a pu. Il a regardé en arrière vers la porte et elle était juste là. Ça fait qu'un peu plus d'un mois, mais honnêtement, Mike n'a aucune idée de ce qui lui a pris. Il ne croit pas à l'histoire de la fille avec un ex fou en se basant sur les éléments qu'il a racontés. Il a l'impression d'avoir été victime d'un vol ou d'un truc bizarre que font les couples. Il ne sait pas, c'est vraiment quelque chose pour lequel il est très en colère contre lui-même. Il précise qu'il est un ancien marine depuis 9 ans et qu'il s'est laissé mettre dans une situation comme celle-ci. Il a signalé son compte sur l'appli pendant le trajet Uber de retour au bar et il a également prévenu le barman s'il la revoyait un jour. C'est comme ça que se termine cette histoire. Comme quoi, il n'y a pas que des fois le mec qui fait des trucs bizarres. Hein, voilà, là ça peut arriver même avec une meuf ouais, c'est vrai que l'histoire elle est chelou. Qu'est-ce que c'était? Je pense quand même que c'était un vol, un truc comme ça parce que le mec, enfin la meuf, je veux dire, elle arrive, elle lui fait quoi au bar? Elle le met déjà en condition. Ouais, tu vas voir, j'ai un ex, machin, il est chelou, c'est normal s'il y a du bordel et tout. Ah, c'est trop chelou. Vraiment, l'histoire, elle sentait pas bon. Bref, lui, il voulait absolument conclure, clairement, on l'a senti. Et bon, bah ça s'est pas fait en plus de ça. Voilà, bon, bah ciao, histoire finie. Pour cette histoire, on va parler de Aurélien et son histoire, elle s'est passée en été 2023. Cette année-là, sa boîte en ligne avait enfin décollé, ce qui lui permettait de voyager en Europe tout en bossant et en mettant de côté pour son rêve d'acheter des terres agricoles. L'année 2023 avait commencé en mode ouf. Il avait passé quelques mois à Malte, puis à Budapest pour voir des potes qui étudiaient à l'étranger. Il est allemand au cas où. Il a 32 ans au moment de l'histoire, 33 au moment où il écrit.
Ses premières destinations contrastaient à mort avec les hivers pourris et glacials qui n'en finissent plus en Allemagne. Après avoir kiffé Malte et Budapest, l'été était déjà là. Sa dernière étape cet été-là, c'était d'aller voir un pote. On va l'appeler Ben. Il a 1 an de moins qu'Aurélien et il étudie la médecine à Varna, tout à l'est de la Bulgarie. C'est un coin intéressant avec pas mal d'architecture soviétique, un peu défraîchie. Mais ça a son charme de ville balnéaire. Les gens sont super sympas et a des coins magnifiques. Il y a pas mal d'expatriés et Aurélien passait ses journées à profiter des grands parcs près de la plage elle-même et de ses cafés et clubs. Il a rencontré plein de monde et sortait souvent avec eux dans les clubs de plage le week-end. C'était un été agréable et chaud et il s'est bien amusé jusqu'à une soirée en particulier. Il était encore sorti avec Ben et plusieurs de ses potes de la fac. Ils ont fait la fête toute la nuit, bu des verres, dansé pendant des heures, bref, ils ont kiffé cette super nuit d'été. Comme ils avaient fait des trucs en journée avant la soirée, Aurélien a commencé à se sentir fatigué et a décidé de rentrer. Et il faut que je vous décrive un peu la ville parce que c'est assez spécial. Varna a une plage sur toute sa longueur et dans la plupart des quartiers, il y a des très grands parcs qui s'étendent sur des kilomètres le long de la plage avant d'arriver en ville. Son appart de location était un peu au nord-ouest des clubs, environ 10-15 minutes à pied, un trajet qu'il avait fait plein de fois. Les gens l'avaient prévenu des agressions, des vols qui pourraient arriver, lui disant toujours de faire au moins une partie du chemin avec quelqu'un. En général, il n'écoutait pas, il marchait juste en écoutant sa musique, même s'il restait attentif à ce qui l'entourait. Cette nuit-là, quelques personnes qui étaient aussi fatiguées sont parties en même temps que lui. Elles habitaient un peu plus à l'ouest, donc il a dû les quitter au bout de 5 minutes et a continué seul avec sa musique. Il devait être environ 4 heures du matin quand il arrivait dans un parc qu'il traverse habituellement, séparé des grands parcs de la plage, plus près de chez lui en gros. Comme c'était l'été et en week-end, il y avait encore quelques personnes qui se baladaient et même qui roulaient en voiture à 4 heures du matin. En entrant dans le parc, il n'a pas été choqué de voir quelqu'un assis sur un banc, environ 50 mètres devant lui, sur la droite. Le mec était assis là, les yeux rivés sur son téléphone, il se souvient très bien de la scène. Derrière lui, il y avait des buissons et des arbres, mais comme l'éclairage dans le parc était super faible, il n'a remarqué qu'au dernier moment que quelqu'un s'approchait de lui par derrière à travers les buissons. Il pense que pendant qu'il marchait dans le parc, le gars assis sur le banc a dû lever brièvement les yeux de son téléphone et entendre quelqu'un s'approcher. Tout s'est passé tellement vite, il a vu quelqu'un sortir des buissons en courant, les 2 mains levées au-dessus de la tête, tenant une grosse pierre, sprintant vers le gars, toujours assis là, alors qu'il tournait la tête. Ne réalisant pas tout de suite le danger, Aurélien a continué à marcher un petit peu avant de s'arrêter. Le gars sur le banc a crié et a couru droit hors du parc, sautant par-dessus une autre rangée de buissons et disparaissant de l'autre côté de la rue. Aurélien a enlevé ses écouteurs et est resté là à regarder, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Bon, c'est sûr que ça s'est passé hyper vite comme il le dit, jusqu'à ce que le gars qui venait d'essayer d'attaquer l'autre personne avec une pierre se tourne vers lui. Un frisson lui a parcouru le dos alors que l'adrénaline montait, le préparant à courir. Quand le type a relevé sa pierre et a commencé à sourire d'une manière super flippante en courant dans sa direction, Aurélien s'est retourné et a couru pour sauver sa vie. Le mec l'a suivi pendant environ 2 minutes. Il pouvait encore le voir derrière lui, même après avoir traversé la rue. Il a couru autour du pâté de maison et a été super soulagé de trouver un kebab encore ouvert. Il s'est précipité à l'intérieur. Les gens à l'intérieur étaient choqués et ils n'arrivaient pas à parler correctement. Mais il n'avait pas besoin d'en dire beaucoup quand le psychopathe est arrivé dans le magasin et a commencé à frapper la grande vitre avec la pierre. Quand la vitre s'est brisée, il a fini par s'enfuir. Ce qui rend ça encore plus glauque, c'est qu'Aurélien a découvert plus tard qu'il était probablement tombé sur quelqu'un qui n'en était pas à son coup d'essai en matière de violence. Dans la même ville, dans le même parc, quelqu'un avait été tabassé puis poignardé à plusieurs reprises dans le dos à peine 1 an plus tôt. Aurélien a attendu quelques minutes, a remis sa musique et est rentré chez lui en évitant soigneusement le parc. Après, il tremblait dans son appart, verrouillant toutes les portes. Il n'arrivait pas à bien dormir et le lendemain matin, il a découvert qu'il s'était cassé une dent en la serrant pendant son sommeil cette nuit-là. Il est super reconnaissant que tout se soit bien terminé. Il est aussi reconnaissant d'avoir croisé ces gens qui ont proposé de fumer plus tôt, parce que ce timing aurait pu le sauver, lui et le gars sur le banc. S'il n'était pas entré dans ce parc à ce moment précis, l'homme sur le banc n'aurait peut-être pas remarqué son agresseur à temps. Même si c'est la situation la plus flippante de sa vie, eh bien il pense avoir appris qu'il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler.
Donc il passe un petit message, faites gaffe à vous, évitez de vous balader dans un parc à 4 h du matin dans une ville étrangère. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread, ma foi, effectivement. Tendu, et le gars il vient avec une pierre comme ça là. Il voulait fracasser la tête du type, mais je comprends pas la sauvagerie des gens de nos jours. Mais tu te rends compte, j'ai l'impression d'être aux hommes de Cro-Magnon. Le gars il a une pierre, il veut fracasser la tête d'un mec. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Tu veux son téléphone? Pourquoi? Travaille, essaye de trouver un travail, essaye de... Je sais pas, je comprends pas. Tu veux de l'argent? Mais travaille. Enfin, je sais que c'est pas facile. C'est facile à dire, oui, travaille, nanani, machin. Donne-toi les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est simple. Lui il a un téléphone, je veux son téléphone, pierre sur la tête. Moi, pas réfléchir. Moi, pierre, tête. Gagner, téléphone. Non, mais allô, on est où là? C'est une dinguerie. Bref, prochain thread. Lola, c'est une jeune femme qui vit en Grèce, dans une banlieue pas très peuplée d'Athènes. Elle a 20 ans et vit toujours avec ses parents. Juste à côté de leur maison, il y a une vieille baraque à moitié construite qui est dans cet état depuis avant sa naissance. Là-bas, en Grèce, surtout où elle habite, les règles pour sécuriser les bâtiments en construction sont souvent ignorées. Du coup, ces endroits deviennent des terrains de jeu pour les ados qui aiment l'adrénaline d'explorer des lieux abandonnés, en fumant, en buvant, en taguant les murs, bref, en faisant les petits cons. Lola avoue qu'elle a fait pareil quand elle était plus jeune. La maison à côté de chez elle était un de ses spots, mais comme c'était juste à côté de sa maison et de celle d'à côté, c'était pas super populaire parce que les gamins se faisaient vite repérer et engueuler, donc c'était plutôt calme. Mais il y a un mois, tout a changé. Au début, son père a vu quelqu'un au premier étage de la maison abandonnée. Il n'y a pas fait trop attention, d'ailleurs il ne lui en a parlé que quelques jours plus tard, quand Lola lui a dit qu'elle avait vu quelqu'un entrer dans cette maison. Son père lui a dit qu'il avait vu un type y aller quelques jours avant. Alors, ils ont juste pensé que c'était encore des jeunes qui exploraient. La nuit suivante, ils ont entendu un gros bruit, comme des planches qui tombaient. Le lendemain, par curiosité, ils sont allés vérifier et effectivement, au sous-sol, la porte principale entre les escaliers et les pièces intérieures avait été défoncée. Cette porte avait été installée des années auparavant après que d'autres jeunes soient entrés et essayé de mettre le feu. Donc, ils ont juste imaginé que c'était les mêmes jeunes ou peut-être le type qu'ils avaient vu qui voulait voir le reste de la maison. Après ça, c'est redevenu calme pendant quelques jours et le même schéma s'est répété. Un bruit étrange et Lola allait vérifier. Un peu comme un jeu de mystère. Le bruit qu'elle a entendu une fois, c'était des briques qu'on déplaçait du mur inachevé pour les mettre dans une pièce au sous-sol. Ces bruits bizarres ont duré environ 6 à 7 jours, mais Lola en a eu marre d'aller vérifier. Après tout, c'était pas sa maison. Quelques nuits avant l'histoire principale, ils ont entendu un chat faire des bruits quand il miaulait fort pendant l'accouplement ou quand ils se battent. Et puis ça s'arrêtait net avec un petit cri. Lola n'y a pas trop prêté attention jusqu'à ce qu'elle s'approche de la fenêtre pour prendre quelque chose sur une étagère. Là, elle a vu une faible lumière comme celle d'une bougie qui sortait de la maison abandonnée. Elle a eu peur que quelqu'un essaye de mettre le feu. Alors elle a crié par la fenêtre à celui qui était là de sortir tout de suite, sinon elle appelait à la police. Elle a pensé que ça avait dû effrayer les jeunes parce que la lumière s'est éteinte et elle a entendu quelqu'un courir dans les feuilles mortes. Le lendemain, son père et elle sont allés vérifier depuis le début. Il y avait une odeur étrange, comme de la viande brûlée et quelque chose de mort. Ils étaient un peu inquiets. En entrant dans la pièce d'où venait la lumière, ils ont été stupéfaits. Il y avait une sorte de piédestal faite de briques sur un côté, avec une icône de saint et des petites bougies autour. Mais sur le sol, il y avait un pentagramme inversé fait de briques écrasées. Et à l'intérieur, il y avait un message disant qu'il était content que le chat soit mort maintenant. Le père de Lola a sorti son téléphone, a pris une photo pour la police et ils se sont enfuis de là. Après avoir parlé à la police, ils ont dit que la seule chose qu'ils pouvaient faire était de forcer le propriétaire à clôturer correctement le bâtiment. Et finalement, Lola les regarde faire pendant qu'elle écrit son message. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur horrible, puisque bon y a un petit chat qui voilà, on va pas revenir trop là-dessus, mais y'a rien à dire en fait, t'as un demeuré qui fait de la merde. Voilà. Conclusion, demeuré qui fait de la merde. C'est simple. Voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un abonnement. Fanny, elle a vécu une histoire super flippante qui lui est arrivée quand elle avait 18 ou 19 ans. À l'époque, elle vivait seule depuis ses 18 ans et elle avait l'habitude de se balader dans un parc pas loin de chez elle. Elle avait un copain à ce moment-là, un peu plus âgé qu'elle, mais il bossait quand elle a décidé d'aller marcher. Il y a un arrêt de bus au bout de sa rue à gauche, pas très loin du parc. Un jour, elle se souvient s'être arrêtée au bout du pâté de maison pour laisser passer les voitures. Et là, sans raison, elle a regardé vers l'arrêt de bus et elle a vu un mec qui la fixait. Dès qu'elle a remarqué ça, elle s'en fichait royalement que les voitures la laissent passer ou non. Elle a traversé la rue à toute vitesse. Limite, elle s'est fait renverser, mais elle voulait juste s'éloigner de ce type.
Il y avait un lycée à genre 5-10 minutes du parc. Elle se rappelle avoir regardé en arrière vers l'école parce que c'était là qu'elle étudiait à l'époque. Et elle a vu que le mec qui l'a fixé à l'arrêt de bus était en train de la suivre. Là, elle a commencé à paniquer un peu. Elle croit même qu'elle a envoyé un message à son ex pour lui dire qu'elle était presque sûre d'être suivie. Elle n'arrêtait pas de regarder derrière elle pour vérifier qu'il y avait bien une bonne distance entre eux. Elle sentait que si elle ralentissait, un truc louche allait se passer. Finalement, elle est arrivée au parc et elle a commencé à devenir super anxieuse pour plusieurs raisons. Déjà, l'entrée du parc était en bas d'une colline et divisée en 2 chemins où on ne voyait rien à cause des arbres. Ensuite, elle se disait que personne n'aurait pu voir ce qui lui arrivait si elle avait pris un de ces chemins. Et en plus, elle était en congé ce jour-là. Il était 14 h et d'habitude, il n'y avait personne dans le parc à cette heure-là. Alors qu'elle commençait à descendre la colline sinueuse, elle a vu une femme avec 2 enfants et un chien. Elle se souvient du soulagement instantané et du sentiment de sécurité qu'elle a ressenti en la voyant. Elle a même accéléré le pas pour la rejoindre plus vite parce qu'elle était terrifiée. Elle se rappelle encore exactement la conversation qu'elles ont eue. Elle lui a dit « Salut, je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'habite en bas de la colline. Et en traversant l'intersection où il y a l'arrêt de bus, j'ai remarqué un homme qui me fixait. Et il a commencé à me suivre. Est-ce que tu pourrais faire comme si tu me connaissais si cet homme descend ici ?» Avant même que l'autre réponde, Fanny a fait un signe de tête vers le mec qui était sur le point de descendre la colline. Quand elle a fait ça, elle croit qu'il a un peu paniqué et a commencé à s'éloigner. La femme a capté la gravité de la situation et a vite mis ses enfants dans la poussette. Fanny ne sait pas ce qui l'a poussé à faire ça ensuite, mais pendant que la femme essayait de se préparer à partir, le mec s'est retourné à un moment donné et redescendait la colline. Fanny a prévenu l'autre qu'il revenait et la femme s'est dépêchée comme jamais pour rassembler ses affaires. Et Fanny a même commencé à l'aider. Alors qu'il s'approchait d'elle, il a tout de suite commencé à essayer de poser des questions à Fanny. Elle ne se souvient pas de tout ce qu'il a dit, mais elle se rappelle que la femme répondait à sa place. Elle suppose qu'il avait essayé de lui demander si elle se connaissait, ce que la femme a bien sûr nié en disant qu'elle connaissait Fanny et qu'elle descendait pour rentrer chez elle. Fanny a confirmé qu'elle se connaissait et elle voulait juste que ce type la laisse tranquille, elle et l'autre. Il leur a posé quelques questions de plus et finalement elles se sont excusées et ont commencé à remonter la colline. Fanny se souvient que la femme qu'elle avait rencontrée l'a accompagnée jusqu'à l'intersection où se trouvait l'arrêt de bus. Elle avait clairement très peur pour Fanny car le type avait fini par les suivre toutes les deux. Fanny se sentait super mal de l'avoir entraînée dans cette histoire. Elle ne savait pas s'il essayerait de la suivre jusqu'à chez elle si elle s'arrêtait là, ou s'il déciderait de s'en prendre à la femme qui était juste dans le parc en train de jouer avec les enfants qu'elle gardait. Avant qu'il ne s'approche trop près d'elle, Fanny s'est dirigée vers des ouvriers du bâtiment qui travaillaient sur le panneau du lycée. Elle leur a expliqué toute la situation et leur a dit qu'elle trouvait bizarre que l'homme qui les suivait au début les suive maintenant, elle et la dame. Elle les a suppliés d'appeler la police s'ils dépassaient l'arrêt de bus ou s'ils commençaient à suivre la femme. Les ouvriers ont accepté sans hésiter. Puis la femme et Fanny sont parties chacune de leur côté. Fanny ne sait pas ce qui est arrivé à cet homme. Elle ne sait pas s'il a été arrêté ou non. Cependant, 1 heure plus tard, son ex était rentré du travail. Ils sont sortis faire des courses et en remontant la colline, il y avait 4 voitures de police garées autour de l'intersection où Fanny avait dit aux ouvriers d'appeler la police si le mec essayait toujours de la suivre. Elle est juste contente que la police ait été appelée, surtout avec un lycée si proche. Elle ne se serait pas pardonnée s'il avait essayé de suivre un pauvre lycéen qui est rentré chez lui à pied. Et maintenant, vous allez vous dire, bon bah c'est une histoire où la personne suit les gens comme d'hab, j'ai envie de dire. C'est effrayant, mais comme d'hab. Oui, mais non, parce que là, le gars... Elle nous l'avait pas trop décrit et là maintenant je vais vous dire comment il était habillé. Le gars avait une doudoune rouge et bleue. C'est pas très effrayant. Mais elle était pas fermée. Et du coup en dessous, Fanny, elle pouvait voir que le mec avait un gilet pare-balles en dessous. Et ça déjà, c'est pas normal. Donc soit c'est pour un policier en civil, mais là c'était pas un policier en civil. On le sait très bien. Donc vraiment le détail qui tue. On comprend. Oui, et puis les policiers qui viennent au parc et tout machin, à mon avis, ce gars-là, il a suivi la meuf ou quoi, ou il suivit des gens. Enfin bref, trop chelou. Pourquoi tu fais ça? C'est bien que la police s'est dépêchée pour ça, parce qu'il pourrait se dire « Ouais, j'ai suivi, non, j'ai pas envie. » Tu vois? Parce que des fois, il y a dans certains threads, la police, ils font rien du tout, et des fois, tu vois, là, c'est bien. C'est très bien, bravo à eux. Bravo aux ouvriers, bravo à la femme. Tout le monde a bien agi, plus ou moins, dans cette histoire, donc c'est cool. Enfin, à part le mec qui est chelou, soyez pas bête. Des fois, il y en a, ils me font... Bon bref, allez, prochain thread. Si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.